prendre 1 heure pour vous présenter un sujet qui est un petit peu complet et complexe. J'ai essayé de le raccourcir du mieux que je peux. Je vais probablement parfois ne pas rentrer dans le niveau de détail qui s'imposerait parce que c'est vraiment des sujets que je trouve passionnants. Voilà. Moi, mon idée avec cette conférence que j'ai appelée Vivre en harmonie avec un sol vivant, c'est de faire la vulgarisation tout public sur le fonctionnement du sol en tant qu'écosystème, le rapport aux humains en tant qu'outil, je dirais, de survie de civilisation, et concrètement, s'il y a des choses qu'on puisse faire pour entretenir la fonctionnalité, l'efficacité, la fertilité de long terme de cet outil, mais aussi la santé de cet écosystème. On va rester 1 heure sur un mode conférence, et après, normalement, si je ne dis pas de bêtises, on passe 1 heure de questions-réponses. Donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se poser plein de questions et d'aborder tout ce qui doit l'être. Le tour d'horizon va être large, et je précise aussi que moi je ne suis pas un pédologue, je ne suis pas un agronome, je suis plutôt consultant et formateur autour de questions écosystémiques dans le sens très large. Donc on peut bosser aussi bien en urbanisme qu'en ingénierie environnementale de systèmes agricoles, qu'en facilitation de communautés humaines, etc. Donc ce qu'on fait dans l'association Naturalien, c'est assez large. Si ça ne vous dérange pas, on en parlera éventuellement après, parce que ma conférence, elle tient 1 heure si je speed. J'ai eu du mal à faire des choix dans ce que je devais élaguer. Il y a beaucoup de contenu. Voilà, donc je ne suis pas un grand spécialiste du sol, néanmoins j'en suis passionné et je suis, on va dire, dans la nécessité de le comprendre du mieux que je peux, puisque je suis aussi formateur par ailleurs sur les questions écosystémiques. Bref, en gros, ça va se décomposer comme suite. D'abord, le sol, c'est le support de la vie, donc on va en parler comme d'un écosystème. On va voir un peu quel est son fonctionnement, quelle est l'évolution d'un sol en tant que système. Et après, on va en parler plutôt sur la question humaine, de comment on pratique l'agriculture, est-ce qu'on peut bien ou mal faire les choses, pourquoi on devrait ou ne pas faire les choses, et puis ensuite aller dans le concret pour terminer. Tout d'abord, donc, le sol, c'est le support de la vie, et il faut le voir comme un écosystème. Certains spécialistes envisagent le sol comme étant un écosystème finalement plus grand que toute la partie, on va dire, terrestre et aérienne, dans le sens où, finalement, une grande partie de la biodiversité loge dans le sol. C'est un peu le détail qu'on va essayer d'aborder, notamment en voyant un petit peu à quelles échelles ça se joue. Ce qui fait la diversité des sols, et finalement, on le sait depuis peu de temps, puisque c'est vraiment une partie des sciences modernes qui nous ont permis d'observer le sol dans sa partie, je dirais, invisible. Bref, une grande partie se joue peut-être pas dans l'infiniment petit, mais dans quelque chose de trop petit pour qu'on puisse le voir à l'œil nu. Bon, d'abord, commençons par le commencement. Il y a ce qu'on voit à l'œil nu. Ce sont tous les animaux visibles, les insectes, etc., etc., amphibiens, mammifères, oiseaux. Je ne rentre pas dans le détail. Pour ce qui est de la mésofaune, on peut quasiment pas le voir à l'œil nu. Pour les plus grands, je crois qu'on arrive à peu près à déceler quelque chose, mais globalement, on n'est déjà plus trop dans le visible. Je crois que par exemple pour les acariens, le premier dessin d'un acarien doit peut-être avoir 100 ou 150 ans. On est sur des choses qui sont récentes, mais qui ont été vues un petit peu avant la dernière partie, qui est la microfaune et la microflore du sol, ce qu'on appelle les micro-organismes de manière plus générale. On est sur quelque chose de très petit, qu'on a pu commencer à voir grâce à l'imagerie moderne, les microscopes, etc., et tout un tas d'autres méthodes. Et bien en fait, en quantité d'individus, finalement, c'est ce qu'on a de plus fourni dans le sol. Donc on a des bactéries, des nématodes qui sont des petits vers, tout ce qui est champignons avec leurs ifs. Je vais sûrement utiliser le terme if plusieurs fois dans la conférence. Je le schématise comme étant la racine d'un champignon, pour le faire très très simple. Et ici, on voit un petit peu, à titre de comparaison, ça, ce serait 1 millimètre. Ça, ce serait donc la taille réelle d'un cheveu humain, qui doit faire peut-être 1/10 de millimètre. Et ensuite, on va de plus en plus on se rapproche du plus petit, avec un nématode qui est encore un peu plus petit. Les ifs fongiques, qui finalement sont des racines qui font peut-être le 10e d'un cheveu. Donc, on rentre dans l'ordre de la centaine de microns à la dizaine de microns. C'est vraiment des choses qu'on est capable de voir peut-être que depuis, j'ai pas les ordres de temporalité précises, mais une 50aine d'années, on va dire. Et notre façon d'observer le sol avec ces techniques modernes a profondément influencé le regard qu'on a dessus, certes, mais surtout, ça nous a permis de comprendre peut-être ce qu'on avait mal fait jusqu'à présent et de se corriger petit à petit. On verra que ça prend du temps, que c'est pas si évident. Mais en tout cas, ça permet de voir que la diversité du sol, elle se joue déjà à plusieurs échelles. Et c'est important de le comprendre parce que quand on regarde un sol à l'œil nu, c'est contre-intuitif. Un seul cerveau humain
ne pourra pas se le dire, quoi, que c'est dans le très petit que ça se joue. Alors bien entendu, vu que ça se joue à plusieurs échelles, ça se joue aussi à plusieurs, je dirais, niveaux de ce qu'on appelle les chaînes alimentaires. Les scientifiques appellent ça des chaînes trophiques. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que forcément, il y a de l'interdépendance, puisque, on va dire, les uns sont les ressources des autres. On a des prédateurs dans un écosystème, mais au tout départ, on a un producteur de matières primaires. Alors, c'est tout le temps des organismes photosynthétiques qui sont capables de puiser, on va dire de synthétiser de la nourriture, de métaboliser de la nourriture sur la base de ce que produit le soleil et de ce que l'eau permet de faire en termes de métabolisme. On commence par les plantes, c'est les plus évidentes, mais on a aussi des cyanobactéries. Je crois que la spiruline, c'est une bactérie qui est photosynthétique, si je ne m'abuse. Mais bon, bref, au tout début, on a les organismes qui sont autotrophes, qui sont capables de partir du minéral pour assembler des chaînes carbonées, faire des sucres, etc. Et puis, tous les autres sont des opportunistes et vont profiter de la vie de ceux-là pour venir s'installer. Dans un écosystème, on commence toujours par le végétal ou alors par les bactéries photosynthétiques, etc. Et peu à peu, l'évolution nous amène un certain nombre d'insectes, d'animaux, etc. en tout genre, qui vont, un niveau après l'autre, monter, et peu à peu, on va vers les prédateurs supérieurs jusqu'à avoir le prédateur ultime dans un écosystème, les félins, les humains, peut-être les baleines, etc. dans les océans. Ça me paraissait important de montrer ça, même si c'est peut-être quelque chose d'assez connu, parce que c'est vraiment une des bases de notre vision des écosystèmes, c'est cette interdépendance qui fait que quand une espèce rencontre une problématique dans ses populations, elle va forcément causer par chaîne de causalité des problèmes pour les espèces suivantes. Donc on a quelque chose d'à la fois résilient et fragile dans les écosystèmes, et puis on va le voir un peu plus en détail. Pour une certaine partie de ce qui suit, et puis pour l'ensemble de la conférence, j'essaie toujours de mettre la source que je trouve valable. C'est régulièrement des articles de vulgarisation, mais aussi très régulièrement des articles scientifiques dans des revues à comité de lecture. Ça me tient à cœur parce que c'est un peu le plus haut niveau de preuve qu'on puisse avoir, en quelque sorte. Et puis du coup, ça vous permet aussi, si vous souhaitez les garder pour plus tard, je vous les donne, ces sources, et ça vous permet d'explorer. Et du coup, tout ce qui précède et ce qui suit vient d'un atlas européen de la biodiversité des sols, qui est en plus fort bien vulgarisé, tout ça. Donc, on continue. Mais je constate que je ne peux pas faire suivant. Ok. Ça, c'était une vue très grossière, on va dire. Maintenant, on va rentrer dans le fonctionnement plus précis. D'abord à l'échelle du sol en tant que système, mais aussi on va parler de quelques espèces, qui sont quand même des clés de voûte un peu des écosystèmes sols. Là, on a plus ou moins la même chose, mais vu à différentes échelles. Alors, vous et moi, voyons ça à longueur de temps. De loin, on voit éventuellement des couleurs, mais on ne voit pas forcément de texture, on ne voit pas forcément de structure. Bref, quand on voit un champ de loin, éventuellement, on sait ce qui y pousse, et ça s'arrête à peu près là. Quand on détaille un petit peu, qu'on est sur des échelles de 7 barres faisant 5 cm, on voit grossièrement, il y a des matières organiques qui sont en cours de décomposition ou pas. On voit des matières minérales, alors on va voir du gravier, du sable, on va éventuellement sentir qu'il y a des choses qui sont plus fines que d'autres. Globalement, on aborde le principe, le concept de texture et de structure du sol, mais ça ne parle pas forcément. Et éventuellement, si on voit la pluie qui tombe sur un sol, on va vite comprendre qu'il y a des sols qui sont plus poreux que d'autres. L'eau s'infiltre mieux, etc. Mais ça ne nous dit pas forcément encore grand-chose. Je trouve que ça devient intéressant quand on est sur cette échelle-là. Donc, bon, vous avez compris que de gauche à droite, on est sur de plus en plus petit. À ce niveau-là, c'est très probablement des racines avec éventuellement des filaments fongiques, ce qu'on appelle les mycorhizes. Je vais en parler un petit peu plus après. C'est un assemblage, en gros, de racines de plantes et de racines de champignons qui permettent d'augmenter le volume de terre que la plante peut explorer grâce aux champignons. Et ce qu'on voit, en fait, entre les deux, ce sont les ifs fongiques, donc ni plus ni moins que des racines de champignons. Ça permet déjà de voir quelque chose qu'on ne voyait pas à l'œil nu avant. C'est que les champignons, ils font quand même un sacré travail pour mettre tout en réseau et faire que les nutriments se transportent. Mais aussi, ce qu'on commence à observer, c'est qu'il y a pas mal de vide, mine de rien, derrière toutes ces choses-là. Et c'est encore plus évident sur la dernière photo, qui est encore plus zoomée. La barrette ici représente 0,5 mm. Et ça a été mis au microscope dans cet atlas de la biodiversité. La couleur jaune, finalement, ça représente le rétroéclairage du microscope. Ça nous fait apparaître que, globalement, si je devais être grossier dans mon estimation, finalement, le sol, à ce niveau-là, c'est peut-être 50% de vide. Et mine de rien, c'est quelque chose dont on ne peut pas se rendre compte quand on est là. Et pourtant, on va voir que ça joue beaucoup dans le reste du fonctionnement de l'écosystème.
Notamment la capacité de l'oxygène à se déplacer, la capacité de l'eau aussi à rester en place. Mais ça, on va le voir un petit peu plus après. Les champignons. Ok, alors les champignons, ça a été quand même pas mal vulgarisé, donc je pense que beaucoup de personnes ont entendu parler en fait des mycorhizes, cet assemblage de racines de champignons et de racines de plantes. Ça fait très longtemps que les plantes et les champignons ont mis en place des symbioses qui... En fait, le champignon donc ne fait pas de photosynthèse, il peut pas synthétiser lui-même les sucres dont il a besoin. La plante, elle, le peut. Par contre, on va dire que le petit avantage qu'a le champignon par rapport à la plante, c'est que, alors ça, c'est une racine. Ça, ce sont ce qu'on appelle des poils absorbants. Alors les échelles sont les mêmes, on est sur 100 microns pour cette barrette-là. Ça, ce sont des poils absorbants qui permettent de multiplier peut-être par 10 à peu près, d'après les estimations, le volume de sol que la plante peut explorer pour tirer des nutriments, pour tirer de l'eau, etc. Ces poils absorbants fonctionnent principalement quand la plante est en germination. Donc c'est loin d'être le cycle complet de la plante. Ça, ce sont les champignons, ce sont les ifs fongiques, qui eux, apparemment, sont plutôt d'un ordre 10 000 par rapport à la plante. C'est-à-dire qu'ils vont être capables d'aller explorer 10 000 fois plus de volume de sol. Alors ça, c'est un monsieur qui s'appelle Marc-André Sellos, qui est microbiologiste, un très très bon orateur de ces questions, un excellent vulgarisateur, qui est prof au Muséum d'histoire naturelle, je crois, qui a fait cette estimation-là basée sur les diamètres des racines de champignons versus les racines végétales. Et donc ça lui donne un ordre de grandeur fois 10 000 en termes de capacité d'exploration. Donc cette symbiose fait que la plante va rétrocéder une partie du sucre qu'elle est capable de métaboliser par la photosynthèse en échange d'un volume exploratoire beaucoup plus grand. Et du coup, chacun y trouve son compte, sinon ce ne serait pas une symbiose. Donc mine de rien, ce que ça veut dire, c'est que les plantes telles qu'on les voit aujourd'hui, aussi bien dans la nature que dans les systèmes agricoles, on les voit tels qu'ils sont, parce que ces symbioses existent. Alors, je crois qu'il y a des exceptions. Je ne suis pas certain que toutes les espèces végétales aient des symbioses avec des champignons. Néanmoins, on parle de plusieurs centaines de milliers de végétaux et de probablement des milliers et des milliers d'espèces de champignons. Ça, j'ai pas le chiffre. À mon avis, il y en a énormément qui font ces symbioses-là et ça date d'il y a très 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 longtemps. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose là-dessus ? Alors, Marc-André Sellos nous dit que, par ailleurs, c'est 10 000 fois plus tout en coûtant 100 fois moins en énergie. Mais là, je vous avouerai que c'est plutôt une affirmation de sa part que je n'ai pas vérifiée. Pour des raisons de prudence par rapport à ce qu'est la connaissance, je préfère pas en dire plus, mais je trouve ça intéressant. Donc, schématiquement, ça c'est ce qui est modélisé par cet atlas de la biodiversité. On voit finalement les radicelles des plantes. Alors là, on est extrêmement zoomé, mais ils n'ont pas donné d'échelle. Et finalement, tous les filaments vaguement blanchâtres, ainsi que les espèces de gaines qui se font autour des radicelles, eh ben, c'est de l'if, c'est de la mycorhize, c'est cet assemblage entre le végétal et le champignon. On va passer à quelque chose d'un peu plus grand, mais quand même, il y a un truc à savoir sur les vers de terre. Alors, c'est pareil, on a beaucoup entendu parler de l'intérêt qu'avaient les vers de terre dans les écosystèmes terrestres, parce qu'ils mélangent les horizons du sol, parce qu'ils consomment de la matière en décomposition, de la matière organique, des feuilles mortes, etc. Ça passe à travers leur intestin et ça se mélange avec de la matière minérale, et ça passe aussi à travers le mucus de leurs intestins, etc. Bon, si on peut appeler ça des intestins, là ça dépasse un peu mes compétences, mais bref. Et ce qui m'a semblé important de partager, c'est que globalement, on distingue trois types de lombriciens, de vers de terre. Ce sont les épigées, les endogées et les anéciques. Alors, pour le faire très simple, déjà, c'est du plus petit au plus grand, donc c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait les reconnaître, mais surtout, chacun va se retrouver dans une partie du sol qui lui est propre, donc il a son propre habitat, et surtout, il ne consomme pas tout à fait la même chose, pas tout à fait au même stade de décomposition, et du coup les trois types se complètent pour être des très bons laboureurs et des transformeurs, des amélioreurs de sol. Les épigées, c'est ceux qui restent en surface. Ils sont tout le temps en surface, on ne peut pas vraiment observer de galeries souterraines qu'ils aient fait. Ils consomment de la matière organique en décomposition, feuilles mortes, etc. Et du coup, ils fragmentent. Voilà, ils fragmentent, ils digèrent cette litière, de sorte que peu à peu, elles puissent se minéraliser. Minéraliser, ça me semble important quand même de le dire dès maintenant, peut-être que je comptais le dire après, mais la matière organique, quand elle est produite par les premiers producteurs dans l'écosystème, c'est tout ce qui est plantes, etc., ils ne peuvent pas simplement prendre la feuille morte, mettre des racines autour et la reconsommer. Ils ne sont pas capables de consommer leurs propres déchets.
Dit comme ça paraît évident, mais il y a un truc un peu contre-intuitif, en tout cas à mes yeux au départ, dans les écosystèmes, c'est que cette matière, à force d'être consommée par différents animaux, de passer à travers des métabolismes successifs, d'être transformée d'une certaine façon par des bactéries aussi, elle se minéralise. Et ça devient de l'humus stable. C'est principalement du carbone et puis un certain nombre de nutriments qui sont, on va dire, liés dans un complexe dont je vais vous parler tout à l'heure. Et il faut se dire que les plantes produisent une nourriture qui est à l'état organique, elle passe à travers un certain nombre d'intestins, de métabolismes, etc. Elle redevient minérale pour ensuite être disponible à nouveau pour les plantes. C'est une fois qu'elle est minéralisée en humus qu'elle est disponible pour les plantes. Et du coup, déjà dans les écosystèmes, on comprend qu'il y a des cycles sans fin de transformation des nutriments. Enfin, on peut appeler ça un recyclage, finalement, ça ne me dérange pas. Bref, cette définition étant faite, puisque je vais probablement la redire souvent, est-ce que c'était à peu près clair? Est-ce que je parle trop vite? Vous me dites, hein. Je peux ralentir, mais du coup, je vais devoir sauter des diapos. Ok, les épigées, ils sont en surface, c'est les plus petits, ils sont détritivores, c'est de la matière en décomposition. Bref, ils fragmentent la litière en quelque chose de plus petit. Les endogés, normalement, on ne les voit jamais. Ils sont à entre 10 et 30 cm de profondeur, mais ça, c'est très variable, ça dépend beaucoup des sols. Dans une garrigue, il n'y a pas de sol. Quand on est en plein milieu, je sais pas moi, quand on est à Marmande, on a peut-être 1 mètre de sol. Enfin, tous les écosystèmes sols ne se valent pas en termes de profondeur. Bref, 10 à 30 cm, on a les endogés qui, eux, font des galeries horizontales et consomment de la matière qui s'est déjà partiellement humifiée. Donc ils sont déjà plus ou moins en train de manger un mélange de matière organique et de matière minérale, notamment des argiles, etc. Et d'ailleurs, il me semble, mais là je ne suis peut-être pas assez compétent pour le dire, mais bon, je vais le tenter, et puis peut-être qu'on fera d'autres recherches plus tard, que dans ces espèces-là, il leur manque quelque chose finalement dans l'intestin pour pouvoir digérer, un peu comme les poules qui consomment, je crois, des graviers, etc., pour broyer à l'intérieur de leurs intestins. Il semblerait que certaines de ces espèces de vers de terre fassent pareil. Je suppose que ça pourrait être les endogés, mais je ne peux pas vous le confirmer. Ce sera exploré. Et donc eux, c'est très horizontal, ça va un peu dans tous les sens, entre 10 et 30 cm, mais quand même principalement horizontal. Et les derniers, qui sont ceux qui nous impressionnent le plus, c'est tout le temps les plus grands. Dans l'Atlas de la biodiversité, ils disent qu'en Europe, on en retrouve qui font jusqu'à 1,20 m. C'est les plus grands. Et par chez nous, on peut en observer sans trop de problème, qui font dans les 20-30 cm et même jusqu'à 50. Ce sont les anéciques. Eux sont les plus gros en diamètre, en longueur, et c'est eux qui vont le plus profond dans le sol. Mais du coup, ils font quand même des galeries qui sont verticales. Et ils remontent à la surface consommer de la matière en décomposition pour redescendre. Et du coup, à eux trois, ces espèces de vers de terre, hop, ça c'est une modélisation 3D sur 25 cm, à eux trois, ils vont se compléter. Celui qui est tout en haut, il va fragmenter un peu la matière pour que ça avance plus vite. Ceux qui sont, on va dire, au milieu, ils font plein de galeries dans tous les sens, et du coup là, on voit que une bonne partie des 30 cm en dessous de la surface du sol, c'est de la galerie de vers de terre. Donc, c'est de l'air qui peut passer, c'est de l'eau qui peut s'infiltrer, etc. Et les anéciques ne sont pas en reste, puisqu'ils font des galeries beaucoup plus profondes. Et finalement, ces derniers mélangent les horizons du sol sur des profondeurs plus élevées. Je vais vous parler des horizons du sol après. Mais là, ce qu'on voit, c'est que sans vers de terre, on n'a pas ce travail de mélange du sol qui peu à peu devient très grumeleux, comme une semoule qui est facile à travailler, qui se tient bien tout en étant facile à travailler, voilà. Et on va rentrer un peu plus dans le détail après de ce qui est agronomique et agricole. Ok. Les végétaux ne sont pas en reste en termes de capacité d'interagir et d'influencer l'environnement. Je voulais vous parler des exudats racinaires rapidement pour montrer que les déchets des uns sont vraiment les ressources des autres dans un écosystème. En gros, nous, on va aux toilettes, on se déplace. Vu que les plantes ne peuvent pas le faire, elles sécrètent ce qu'on appelle des exudats racinaires, qui sont soit des déchets de leur métabolisme, soit éventuellement des mécanismes de défense. Il y a un certain nombre de plantes pour se défendre, soit des plantes concurrentes, soit de certains agresseurs, des insectes, etc., sont capables de sécréter des signaux chimiques par le biais de molécules, etc., ce qu'on appelle l'allélopathie. C'est quand une plante est capable de sécréter des signaux chimiques pour se protéger. Et ça, du coup, ça nourrit des bactéries, entre autres, qui, elles, à nouveau, à travers leur métabolisme, vont transformer une partie de cette matière-là en quelque chose de nouveau, qui peu à peu donc se reboucle. Donc ça passe à travers des bactéries, puis des protozoaires,
certaines bactéries nitrifiantes transforment les molécules de départ pour que peu à peu, ça puisse, entre guillemets, revenir à la plante d'une certaine façon. Et globalement, un végétal, ça va pour nourrir, pour améliorer le sol, parce que donc ça booste aussi la vie microbienne au pied de ses racines. Or, la plante a besoin d'une vie microbienne qui soit saine et qui soit bonne pour pouvoir avancer. C'est un peu comme un être humain. Je ne suis pas du tout un spécialiste de tout ça, mais on dit qu'il y a une microflore intestinale chez nous, et puis d'ailleurs qu'en fait on dépend de la vie des bactéries pour être sain et en équilibre, et qu'en fonction de ce qu'on va mettre dans notre corps, ça peut avoir un impact plus ou moins délétère ou plus ou moins positif. Et du coup, on a nous-mêmes une interaction avec notre propre organisme selon le taux de stress qu'on a, selon le taux de joie, etc., notre alimentation. C'est pareil pour la plante qui va déposer de la litière, donc les feuilles mortes, les tiges, les branches, etc. Des fois ça casse. Et en fait, alors ces trois-là, c'est un tiers, un tiers, un tiers, pour le faire très très grossièrement. Le deuxième tiers sont les rhizodépôts, donc principalement les exudats racinaires dont je vous parlais juste avant. Et ensuite les racines. Il faut quand même savoir, et c'est vraiment pas anodin je pense de le savoir, que une part non négligeable des racines d'un végétal, quel qu'il soit, que ce soit une plante annuelle, une céréale, une graminée, ou que ce soit au contraire un arbre, dans son métabolisme, un peu comme les humains perdent des cheveux tout en gardant des cheveux une partie de leur vie, perd de ces racines qui restent dans le sol, se décomposent, servent de nourriture à d'autres insectes, d'autres animaux, d'autres organismes, micro ou macro. Et voilà, donc les plantes apportent énormément à leur système bien entendu, et tout ça, forcément, conspire à ce qu'il y ait une sorte d'équilibre dans les relations qu'ont les espèces entre elles. Alors, il y a des choses qui se font dans le domaine de l'infiniment petit aussi. On est sur quelque chose d'abstrait. Je n'ai pas pu trouver de vraies illustrations de ça. Ce sont que des modélisations sous forme de schéma. C'est quelque chose qu'on appelle le complexe argilo-humique et il s'agit en fait de liaison entre les particules minérales du sol, notamment les argiles, et les particules organiques du sol, c'est-à-dire les humus. Et en fait, ça se fait à une échelle tellement petite qu'on parle de liaisons électromagnétiques. Ce sont des ions, en fait, qui sont des atomes en déséquilibre au niveau de leur polarité, ce qui fait qu'ils ont une charge positive ou négative au niveau électrique. Bref, c'est électromagnétique et il y a des choses qui se repoussent ou des choses qui, au contraire, s'attirent, un peu comme des aimants à pôle opposé. Et il se trouve que donc, le complexe argilo-humique, il est créé par toutes les symbioses et les interactions que je vous ai décrites avant, le fait d'avoir un sol bien structuré, d'avoir des vers de terre qui viennent mélanger les argiles avec les humus, etc. Et c'est ce qui fait que ce qu'on appelle la solution du sol, ce sont tous les nutriments, tous les atomes qui sont, on va dire, nécessaires à la fertilité de l'écosystème et qui pourraient être lessivés, par exemple, par des pluies. Puisque forcément, l'eau étant un solvant, ça va emporter à chaque fois une partie des minéraux contenus dans le sol. Et bien ce complexe argilo-humique, par ses charges électromagnétiques, il va garder près de lui, par le fait que tu as des particules, non mais c'est pas détaillé, mais on a une particule d'humus, une particule d'argile, etc. Et tout ça fait que ça va faire des échanges avec le milieu et ça va en garder une partie. Bon, en gros c'est abstrait, pour moi c'est un peu compliqué de l'expliquer autrement. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on dézingue le sol, ce complexe on le dézingue aussi, et en gros, la solution du sol se dissipe beaucoup plus facilement que le complexe argilo-humique. Voilà, ni plus ni moins. Je vous prie d'excuser le côté abstrait de la chose, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'échelle macro, oui, ça me paraît intéressant de le dire, à l'échelle macro, quand on a un sol bien structuré, on peut démontrer que ça améliore sa structure, sa cohésion, ça évite le ruissellement, ça évite la battance, on va en parler un peu plus, ça améliore la portance, donc quand un tracteur ou un camion passe, le sol en souffre moins. Et ça, c'est le pendant à l'échelle micro, finalement, si je devais le vulgariser. Pour la partie purement particules minérales du sol, alors je ne sais pas qui d'entre vous a déjà mis les mains dans la terre, a déjà regardé quels étaient les sables, les argiles, est-ce que c'est léger, est-ce que c'est lourd, qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce que ça goûte, parce qu'on peut après tout. Je ne sais pas si vous voulez bien lever la main, que j'ai une petite idée. Qui a touché le sol. Il y a des générations pour lesquelles c'est absolument pas évident d'avoir touché le sol une fois dans sa vie. Je peux témoigner, parce que ça fait finalement pas si longtemps, à l'échelle d'une vie. Bref. Les particules solides du sol, qui sont des minéraux, se divisent en trois catégories. Les sables, les limons et les argiles. Le sable étant le plus grossier, ensuite le limon, ensuite les argiles. Là, ici, vous avez des ordres de grandeur. Bon, bref, les argiles, si une seule particule d'argile ne serait pas visible à l'œil nu, pour faire simple. Et je pense que les limons, c'est pas très loin, puisque c'est de 2 à 50 microns. C'est petit. Bref.
Et je crois que les sables les plus gros, au regard de la classification, c'est 2 mm. C'est un gros sable quand même. Bref, en gros, ce qu'on sait, c'est qu'en fonction de la présence de ces éléments dans le sol, il va réagir d'une façon différente. Un sol sableux, en majorité sableuse, par exemple une dune de littoral, ça tient mal, ça ne garde pas l'eau, ça ne garde pas les nutriments, et c'est aussi un peu ce qui explique qu'on y retrouve des végétations particulières. Par contre, dans un sol qui est un peu plus lourd, riche en argile notamment, on va mieux garder l'eau, on va donc mieux garder les nutriments, parce que, ça c'est important de le dire, l'eau dans le sol, elle est gardée notamment par ces particules solides, et c'est comme le sucre dans le café, c'est par capillarité que le café remonte dans le sucre. La problématique des sables sont qu'ils sont en fait trop grossiers, et qui laissent des vides trop importants. Alors, c'est très paradoxal, parce qu'a priori, dans de l'argile, il y a plus de vide que dans le sable. Peut-être que c'est pas tout à fait vrai, donc prenez-le avec des gants, mais a priori, c'est ce qui ressort. Mais vu que les vides sont beaucoup plus petits, en fait, ce sont des vides beaucoup plus nombreux, mais beaucoup plus petits. Ce qui fait que l'eau, du coup, par effet de tension capillaire, peut mieux rester. Par contre, la problématique, c'est que ton sol est plus lourd à travailler, il colle quand tu utilises tes outils, il colle aux godasses, etc., etc. Optionnellement, si on en a trop et qu'on est dans des dépressions, c'est-à-dire des zones finalement où l'eau s'accumule, on peut se retrouver dans des trucs vaguement marécageux, où il n'y a plus assez d'oxygène, où ça commence à sentir mauvais parce que la matière ne se minéralise pas, je dirais, dans les meilleurs taux. Et donc ça pourrit, et c'est pas forcément ce qui est le mieux pour certains nombres des plantes qu'on aurait envie de cultiver. Je vous passe les détails. En gros, ce qu'il est important, c'est de comprendre que en fonction des particules solides que vous avez dans votre sol, il va se comporter différemment. Et par contre, ça peut être intéressant de vous partager que si vous voulez faire un test dans votre sol de jardin, vous prenez une pelletée, vous enlevez les débris organiques les plus grossiers, les pailles, les tiges, les branches, etc. Vous enlevez les graviers, donc là on parle vraiment plus de sable, et de toute façon ça parle de soi-même quand on est face à ça. Et vous mettez ça dans un pot, dans un bocal transparent, vous mettez de l'eau, il faut qu'il y ait plus d'eau que de particules solides, et puis vous mixez énergiquement, peut-être 1 minute ou 2, le temps que tout se mélange bien. Au bout de quelques secondes, les sables sont déjà décantés. Après, ça va être les limons, peut-être les plus fins mettront 24 heures peut-être à décanter, c'est pas très précis. Et les argiles, on va dire qu'au bout de 3-4 jours, on arrête le test, et que, en fait, il y a des argiles qui mettent 3 semaines à redescendre, mais elles ne sont pas si importantes dans le test. Et une fois que vous avez tout ça, le bocal vous montre, c'est très stratifié, ça se voit de façon plutôt évidente, un peu moins pour les argiles et les limons qui sont quand même tous les deux assez fines, et avec une règle, et vous faites un produit en croix, après ça vous donne un pourcentage. Ça peut être très intéressant pour prendre des décisions comme mettre un plan d'eau dans un jardin. On sait qu'on ne peut pas étancher un plan d'eau naturel dans son jardin en dessous de 30%, on recommande même 40% en fait. Donc ces tests-là, avec le bocal, ça permet d'aller un peu plus loin, ça permet de dire, ok, mon sol est lourd, mais je sais à combien de pourcents il est trop lourd. Ok, je passais trop de temps là-dessus, mais il fallait le dire. Et là, voilà, cet exemple nous parle ce qu'on appelle les turicules des vers de terre. Donc c'est quand les vers de terre sont allés aux toilettes, pour faire très simple. Et en gros, ils mixent tous les éléments du sol et ça ressort en quelque chose de souvent plus grumeleux que le sol de départ. Et en fait, c'est cette matière-là, c'est un exemple, on va dire, une bonne illustration de ce que les espèces vivant dans le sol viennent en fait mélanger les horizons pédologiques, transformer des matières, etc., etc., pour que peu à peu, les sols deviennent de plus en plus souples, de plus résistants aux intempéries, à l'érosion, etc., etc. C'était une illustration. Bon. On va revenir à l'échelle un peu de l'écosystème complet pour voir comment ça évolue. Parce qu'il faut savoir que sur Terre, il n'y avait pas vraiment de sol tel qu'on les connaît aujourd'hui au départ. Globalement, ça commence avec la roche-mère. Alors, que je trouve ça. Ça commence avec la roche-mère qui n'est pas altérée. Donc bref, en gros, il n'y a que des cailloux. Au départ, les écosystèmes terrestres, c'était plutôt ça. Et puis peu à peu, par action chimique de certaines, par exemple des mousses, des lichens, des bactéries, etc., la roche, elle commence à s'altérer. L'eau, le gel, la neige, tout ça fait que peu à peu, la roche s'altère de plus en plus. Et puis pour le faire très rapidement, plus on remonte, plus notre roche aura été altérée par le dessous, et plus notre matière organique aura été ajoutée par le dessus. Parce qu'une mousse ou un lichen, c'est pas grand-chose. Et il faudra peut-être 1000 ans pour qu'une mousse ou un lichen donne autant de matière organique qu'un bête pied de tomate. Néanmoins, les successions écologiques, au départ, sont des trucs très 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 longs, et parfois c'est sur des milliers, voire des millions d'années, que peu à peu, les sols deviennent de plus en plus organiques. Et après, la diapo d'après va donner plus de détails. Et en gros, on a l'horizon qui nous intéresse le plus en tant qu'agriculteur, que jardinier, etc., c'est la litière, et c'est, on va dire, ce qu'on appelle la terre arable.
Mais entre la partie non altérée et cette partie qui est presque purement organique, on a deux horizons, le A et le B, qui sont des horizons mixtes, des horizons vaguement d'accumulation, etc. Et c'est principalement dans ces horizons aussi que les vers de terre, entre autres, font des allers-retours. On va voir des détails, des illustrations super intéressantes qui vont me permettre de comprendre parfaitement ça après. C'est plutôt dans la deuxième section. J'essaie de retrouver. Ça fait 30 minutes. Il me reste 30 minutes. Ok. À l'échelle plutôt au-dessus de la surface du sol, on a quelque chose pour expliquer les dynamiques des écosystèmes qu'on appelle la succession écologique. En gros, partez du principe qu'on commence avec un sol nu. Il n'y a pas de végétal, il y a peu de matière organique, bref, le sol est soit inexistant, soit très fin, déstructuré, etc., soumis au vent, soumis à la pluie, soumis au soleil, bref, c'est pas terrible. Si on met un pied de tomate, il va peut-être avoir de faire. Mais ça tombe bien, parce qu'il y a des plantes qui sont très costauds, notamment les mousses et les quelques herbacées, qui arrivent au début. C'est le stade numéro 2. Alors, le sol nu, donc, c'est là. Je ne sais pas trop ce qu'il voulait dire par là. Ah oui, le sol est de moins en moins nu, parce que, au stade numéro 2, eh bien, il y a des populations de mousses, de végétaux herbacés, etc., qui vont venir s'installer. Quand on parle d'herbacées, on parle aussi pas mal de graminées. Par exemple, des avoines sauvages, des trucs comme ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, leur population explose, parce que l'écosystème est adapté à leur développement. Et puis au bout d'un moment, leur population ayant explosé, ça finit par se stabiliser. Ils consomment à peu près ce qu'ils peuvent consommer, etc. Ils atteignent un pic. Et vu qu'ils transforment l'écosystème en ajoutant de la matière organique, en créant de la vie dans le sol qui va faire que tout ça se transforme à nouveau, etc., ça change un peu d'état. Et en fait, ça crée des conditions favorables pour d'autres espèces, qui sont des graminées vivaces. On va passer plutôt sur des plantes qui ont des cycles de vie de 2 ans, voire même des fois de 3, 4 ou 5 ans. Et ainsi de suite. Ensuite, c'est les premiers peuplements de buissons et d'arbres qui viennent. Il y a les arbres qu'on appelle pionniers. Certains disent qu'on en a à peu près 10%. 10% de la biodiversité des arbres est pionnière. J'admets que cette estimation, je ne sais pas trop d'où elle sort. Mais bon, je trouve qu'elle coïncide à peu près avec les observations qu'on fait. Est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. Mais bref, par exemple, chez nous, le frêne. Le frêne, chez nous, c'est un arbre pionnier qui va être capable de pousser en peuplement isolé au départ, de résister plus au vent que, on va dire, les arbres qui sont censés arriver après. Bref, c'est des coriaces qui n'ont pas besoin de grand-chose, qui ont profité de ce qu'avaient fait toutes les autres populations avant, et puis qui d'un coup se développent bien. Et bien forcément, l'arbre grandit, ça fait de l'ombre, ça fait que le vent devient encore moins fort, etc., sur, on va dire, des territoires assez grands. Et donc, ça crée de bonnes conditions pour des arbres qui, eux, sont moins costauds, mais ont un développement rapide. Il ne faut pas m'en demander plus, je ne saurais pas vous dire quelles espèces. Mais ce que je sais, c'est que, à nouveau, il y a une dynamique qui fait qu'au bout d'un moment, ça prépare la fin on va dire, ça nous amène vers ce qu'on appelle le climax, c'est-à-dire le stade d'équilibre final d'un écosystème donné. Par chez nous, en Europe continentale, c'est tout le temps la forêt, sauf exception. La Méditerranée, enfin, on va dire le Midi, c'est un peu limite parce qu'on a une pluviométrie qui est un tout petit peu à la limite, en dessous de laquelle on ne pourrait pas avoir de forêt. Mais bon, ça marche quand même à peu près. Bref, au bout d'un moment, les arbres les plus grands et les plus stables sont là, ils ont pris toute la lumière, donc de toute façon, on passe d'une concurrence pour la lumière, la nourriture, les nutriments, etc., à quelque chose de beaucoup plus symbiotique, et c'est très souvent dans ces peuplements forestiers qu'on va trouver des symbioses entre les champignons, entre les plantes, etc. Et ça fait le même effet que là. Je ne sais pas si vous voyez ce petit... Il y a une petite crête et ensuite on décroche. Quand on a atteint le stade climatique dans un écosystème, la biodiversité décroît très 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 légèrement. Et ensuite, après, ça reste stable. Jusqu'à ce que des petits malins viennent tout défricher ou qu'il y ait un brûlis, etc. Et puis hop, on repart. Par contre, des fois, dans une vigne qui est cultivée depuis longtemps, on voit des chênes qui poussent. Et pourtant, les chênes, par chez nous, mais aussi d'autres espèces de chênes dans d'autres régions, sont des indicateurs du stade climax. Et c'est-à-dire que très très localement, par une dynamique qui me dépasse et qui, à mon avis, dépasse tout le monde, à l'échelle très 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 locale, dans un écosystème qui est pourtant fortement anthropique, c'est-à-dire influencé par l'être humain, on trouve des indications qu'il y a quand même une forme de maturité dans l'écosystème. Ça, c'est quelque chose qui me paraît encore un peu mal compris, en tout cas que moi j'explorerai avec plaisir. Et donc, ce qu'on voit de manière globale, c'est que plus on avance, plus il y a de biodiversité, plus il y a de biomasse, c'est-à-dire de matière organique qui a été produite, et plus il y a de sol qui se fabrique. Et donc, des milliers d'années après, tu as un humain qui vient, il se multiplie, et puis il a sa propre dynamique, et puis il déforeste, etc.
Aujourd'hui, on essaie de comprendre comment on pourrait satisfaire les besoins de tout le monde sans déforester plus. C'est compliqué. Voilà. Les plantes bioindicatrices, parce que je trouve ça assez formidable, assez magique en fait. C'est un monsieur qui s'appelle Gérard Dussert. C'est malheureux, on ne le voit pas assez, mais toutes les sources, je pourrais vous les donner après, c'est pas un souci. Gérard Dussert, c'est un botaniste de terrain, je crois que c'est un microbiologiste aussi, qui a écrit l'encyclopédie des plantes bioindicatrices. Alors en fait, ce monsieur a observé que quand on regardait une parcelle agricole, on observait des peuplements végétaux. Vous savez, de ce qu'on appelle des mauvaises herbes, des adventices. Des plantes qui arrivent spontanément, alors que ce n'est pas forcément elles qu'on veut cultiver. Et il s'est rendu compte que, en fait, à mon avis, son intuition, ça c'est mon avis, son intuition, ça a été de dire, chaque plante, elle a un biotope primaire, c'est-à-dire un habitat. Alors, sa ville de naissance, en quelque sorte, son écosystème de naissance. Donc, il y a des plantes qui sont plutôt adaptées à être sur les bords des cours d'eau. Il y en a d'autres qui sont en plein désert, il y en a d'autres qui sont dans des plaines, etc., ou dans des prairies. De ça, il a extrapolé en imaginant, je le crois, que quand une plante répond à un certain biotope primaire, alors on va la retrouver, dans des écosystèmes cultivés qui correspondent un peu. Et donc en fait, il a déterminé des choses. Et ça, c'est un exemple que je trouve assez, je trouve ça faramineux en fait. C'est un monsieur, l'année 0, il va mettre du fumier dans ses champs parce que c'est un éleveur et qu'il a du lisier, alors il les épand. Au départ, on a la rhinanthe, crête de coq, qui est très 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 visible. Cette plante-là, sur la parcelle, est très visible. En fait, elle est dominante. Au bout de la première année, alors donc, ce qu'on voit en vert, là, avec les petites fleurs par-ci par-là, c'est la qualité du fourrage. Et ce qu'on voit en gris, c'est le rendement. Donc le monsieur est très content, parce qu'au bout d'un an, il a le rendement et la qualité du fourrage qui a augmenté. Donc, parce qu'on est biaisé et qu'on voit des fois des liens de cause à effet là où c'est juste le hasard, il se dit, c'est trop bien de fertiliser, je vais continuer. Donc il fertilise encore, ça continue à y aller, donc il continue, du lisier il en a, donc il en balance. Bon, peu à peu, petit à petit, il va vers quelque chose de plus stable, mais il continue. Et alors la chose remarquable à chaque fois, c'est qu'on a pu observer que les peuplements végétaux adventices les plus dominants changeaient. Et en fait, Gérard Dussert, il en a réussi à déterminer que dès qu'on voyait trop de pissenlits dans une parcelle, il fallait arrêter de fertiliser. Et par l'expérimentation, avec tout plein d'éleveurs, etc., ils ont vu qu'on pouvait tenir la fertilité d'un système grâce à ça. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font du pâturage tournant dynamique et qui choisissent, quand ils commencent à observer un peuplement végétal particulier, hop, je fais bouger mes bêtes. Et puis, je reviens que dans un an, ou je reviens pas, etc., etc. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait finalement des signaux d'avertissement. Le pissenlit était le dernier signal d'avertissement avant que la courbe change. Il était là pour dire il y a déjà une saturation en nitrate dans les sols. L'agriculteur a continué, du coup il a surchargé en nitrate. Ça a probablement causé de la compaction parce que la pollution engendrée par tout ça a peut-être pas favorisé la santé du milieu. Donc moins d'espèces végétales, donc peut-être la portance du sol elle se retrouve dégradée parce que les bactéries s'étouffent, ce genre de choses. Et petit à petit, continue, quand on voit du chardon, quand tu vois du rumex, c'est que le sol est en train de mourir. En fait, ni plus ni moins par l'excès ou le manque de quelque chose. Et du coup, cette encyclopédie est intéressante, c'est un vrai guide de diagnostic des sols. Et par chez nous, voilà, on a du chien-dent, hop, on va dans cette encyclopédie et ça nous dit où est-ce qu'on voit le chien-dent dans son habitat primaire. Et puis du coup, par extrapolation, qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'il y a dans notre parcelle agricole pour qu'il soit aussi développé. Ça résout pas tous les problèmes, surtout pour le chien-dent qui est vraiment l'herbe de l'enfer, mais bon, ça peut nous aider un petit peu. Bon, l'eau dans tout ça, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé alors qu'elle est là tout le temps. On parlait au début des chaînes trophiques et du fait qu'il nous faut d'abord des végétaux pour commencer à produire de la matière, pour qu'ensuite il y ait d'autres animaux qui viennent se mettre en action. Forcément, les végétaux ont besoin d'eau. Donc déjà, dès le départ, on comprend que l'eau, c'est, on va dire, une nécessité métabolique pour tous les êtres vivants. Mais c'est aussi un solvant, parce que c'est là... Alors, c'est un solvant, mais pas que, parce que ça va transporter des particules solides qui sont plus légères. Donc, par exemple, des matières organiques, de la paille, par exemple, de la paille sèche, etc. Si tu mets beaucoup d'eau, elle va partir. Voilà. Les humus, la litière qui a commencé à bien se composter en surface, si on reçoit d'un coup trop d'eau, si la pluviométrie est trop forte, il y en a une partie qui va ruisseler, qui va se barrer. Donc en gros, si on voit les choses d'un point de vue purement économique, il y a un manque à gagner quand il y a du ruissellement. Mais vu que l'eau, c'est aussi un solvant, eh bien il y a tout ce qui est soluble dans le sol, et qu'on voit peut-être un peu moins, mais qui part bel et bien à chaque fois qu'il y a plus d'eau qui
qui tombent à la surface que le sol ne peut en absorber. Et ça, c'est fâcheux. Donc du coup, globalement, moins on a d'eau, moins il y a de dynamique des écosystèmes, parce qu'il y a juste moins de nourriture pour tout le monde. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des écosystèmes cultivés qui donnent le plus possible, et on commence à comprendre, je trouve, que en prendre soin, en favoriser la vie des micro-organismes et des macro-organismes qui sont dedans, lui permettre de mieux absorber l'eau, etc., va contribuer à ce qu'on produise plus, sans forcément avoir recours à des intrants chimiques, sans avoir forcément besoin de miner de l'azote à l'autre bout du monde pour le mettre dans nos plantes, etc. Et alors du coup, pour illustrer un petit peu l'eau, alors ça va très vite. Au départ, il a mis le même sol dans les deux, mais juste il a mis 5 vers de terre là-dedans. Donc on voit que ça construit des petites galeries, etc. On voit que là, il y avait du sable qui n'a toujours pas été mélangé puisqu'il n'y avait pas de lombric. Là, on ne le voit plus. Déjà, ça, moi, ça m'impressionne. Ensuite, il met 1 litre d'eau dans chacun des 2 terrariums à peu près à la même vitesse. Alors, on voit que ça s'infiltre. Il a fini. Là, il n'y a pas d'eau visible. Et là, on a encore tout ça d'eau. Donc, on voit à une petite échelle ce que ça fait d'avoir un sol qui n'est pas structuré et qui n'est pas équipé, entre guillemets, des organismes qui sont là pour en augmenter la porosité, le mélange, etc. Donc, je vous laisse imaginer, nous, on vit une problématique en Méditerranée, c'est qu'on a des sols qui sont peu profonds en général, qui ne sont pas forcément très bien structurés, qui ont de gros risques d'incendie, etc., qui ont des populations végétales parfois qui ralentissent le métabolisme de tout le reste. Vous savez, les cystes, les romarins, etc., c'est des plantes à huile. Si on commençait à les broyer pour les mettre au sol, ben en fait, on pourrait étouffer un petit peu le milieu avec ces huiles-là qui seraient en trop grand nombre. Bref, on est dans un écosystème un peu particulier et on est loin d'être dans les plaines agricoles du nord ou du centre de la France où ils ont ça de terre, la terre elle est noire, etc. C'est pas le cas chez nous. Donc en fait, nous, on a la double peine, c'est qu'on a un sol qui est mal structuré, une pluviométrie qui est extrêmement erratique et qui est souvent violente. Donc en fait, quand il n'a pas plu depuis 3 ou 6 mois et que tu prends un épisode Sevenol de jusqu'à la moitié de l'année en une journée, tu te retrouves avec un sol qui est incapable d'absorber l'eau. Et c'est là, en fait, le cercle vicieux des terres méditerranéennes. Donc, c'est pas forcément fameux. Néanmoins, on va voir qu'il y a quand même des possibilités. Avec la prochaine section, est-ce que ça va pour vous pour l'instant ? Bon, théoriquement, il me reste un quart d'heure pour parler, mais c'était déjà tendu quand j'ai révisé tout seul. Bref. On a vu que le sol, c'était un écosystème, qu'il avait une complexité, une certaine forme de fragilité, parce que si on enlève quelques espèces clés de voûte comme les vers de terre, ça devient compliqué pour tout le reste, parce que ça affaiblit la dynamique, vu qu'il y a moins d'eau qui peut rentrer, les nutriments restent moins, etc. La banque, en gros, est grande ouverte, et puis les billets partent facilement, mais ils reviennent de moins en moins facilement. Maintenant, on va voir quel est le rapport avec les civilisations humaines. Bon, je ne vous apprends rien, ça fait quelque chose comme 12 500 ans que l'être humain a commencé à se sédentariser. Ça a été progressif, ça a duré pendant une période qu'on appelle la révolution néolithique. Et d'ailleurs, le stockage des semences existait avant l'agriculture, mais je pense que c'est ça aussi qui peu à peu a créé les villages, le fait de reproduire d'une année sur l'autre, et donc peu à peu l'agriculture. Les premiers outils, en fait, datent de cette révolution-là. On a l'ancêtre de la charrue qui s'appelle l'arère, et qu'on voit déjà de très longue date utilisé par des cultivateurs médiévaux et même bien avant. Ça me paraissait important de parler de ça pour commencer parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à très fortement influencer les écosystèmes aussi. Pour passer d'écosystèmes sauvages autour desquels on s'adapte en tant que nomade à des écosystèmes qu'on adapte au contraire à nos modes de vie. Ça a été vraiment une révolution. Était-ce pour le bien ou pour le mal ? Je pense qu'on avait très bonne raison de le faire, mais bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, et c'est important de le dire, on dépend du sol pour notre survie en tant que civilisation tout entière. C'est le pilier de nos civilisations, et on a vu qu'on pouvait assez facilement le détruire. Bref. Donc du coup, sans transition, on parle du travail du sol. Là, on voit la petite araire, justement, ou le petit araire, je ne sais pas trop, au Moyen-Âge, tracté par des bœufs, très certainement. Pourquoi travailler le sol ? Alors là, je vous ai mis beaucoup de textes, au moins c'est exhaustif. Et globalement, c'est fait pour ameublir, parce que c'est très difficile d'installer des cultures dans un sol qui paraît tassé, qui paraît compacté. C'est vrai que dans le monde sauvage, les graines ne se disposent pas par quelqu'un qui vient consciemment le mettre à un endroit pour espérer le récolter quelques mois après, etc. Donc,
il y a déjà quelque chose de particulier dans notre fonctionnement en tant qu'espèce. On le fait peut-être comme personne ne le fait, d'essayer de faire des lignes pour être propre, etc. C'est fait donc aussi pour incorporer les matières organiques, parce qu'on comprend depuis longtemps que ces matières organiques deviennent du compost, l'humus, etc. Donc depuis quand même assez longtemps, on l'incorpore dans le sol. Et c'est aussi là pour assainir, parce que quand on a trop d'humidité au début de la saison, le fait d'aérer, ça va permettre à l'oxygène de mieux circuler, ça va permettre à la terre de se réchauffer aussi. Bon bref, plein de choses qui permettent de réguler l'humidité du sol. Qui dit réguler l'humidité du sol dit potentiellement commencer plus tôt des cultures éventuellement, mais aussi peut-être limiter l'occurrence de certaines maladies de certaines maladies ou de certaines espèces, comme des champignons, etc., qui provoquent des maladies et qui peut-être, eux, vont avoir besoin de plus d'humidité, de lourdeur dans le sol. Quand un sol est trop lourd, on sait qu'il ne va pas avoir d'oxygène, pas assez, donc hop, c'est aussi pour ça qu'on vient ameublir. Je vous passe les détails. Ça peut être avantageux de travailler le sol, sinon je pense que les humains ne l'auraient pas fait depuis des décennies et des décennies. Ça améliore la structure physique. Alors que je me souvienne pourquoi on dit ça. Ça améliore la structure physique. Ouais, parce que ça améliore le taux d'oxygène qui est dans le sol, parce que ça permet aussi d'éviter ce qu'on peut observer parfois. Vous savez, on voit des croûtes parfois à la surface du sol. C'est quand des éléments, des particules solides comme les limons et les argiles se tassent. Et là, ça devient difficile pour l'oxygène de passer. D'ailleurs, on voit souvent des jardiniers qui utilisent une binette pour écrouter l'horizon très superficiel du sol. Ça casse certaines, on va dire, des choses qui deviennent imperméables et ça permet à nouveau de faciliter la porosité par capillarité dans le sol. Bon, je dis que ça augmente l'humidité. Qu'est-ce que je peux dire? Ça lève la levée de la dormance des graines. Ça, c'est assez... il faut vraiment y réfléchir pour le comprendre. Ce qui se passe quand on va retourner le sol, quand on va le travailler, on va augmenter le taux d'oxygène dans tout ça, on va remonter potentiellement des matières qui étaient censées être en bas, des matières qui étaient censées être en haut, etc. Bref, on accélère la minéralisation de ces matières organiques. Donc en fait, ça s'oxyde mieux parce qu'il y a plus d'oxygène. Et alors, ça libère du CO2 dans l'atmosphère, mais ça, à la limite, c'est plus au niveau de la planète que ça peut nous poser problème. En fait, on observe que la germination est meilleure dans ces conditions-là. Et je pense que c'est une des bonnes raisons pour lesquelles les gens ont labouré longtemps. Parce que, tu laboures, ta structure, elle est nickel, tu mets de l'eau, ça rentre tranquille, etc. Or, on sait que dans l'horizon superficiel du sol, l'eau a besoin d'être au départ de la croissance d'une plante. Donc, comme par hasard, le fait de travailler le sol, ça permet de tout préparer comme il faut. Optionnellement, quand on doit faire des semis propres, c'est mieux d'avoir un billard que des modes comme ça. Voilà, clairement. Bon, par contre, ça n'a vraiment pas que des avantages. Aujourd'hui, on aurait peut-être tendance même à dire le contraire. Parce qu'on va voir toutes les techniques qui existent après pour, on va dire, compenser le fait qu'on ne travaille plus. Mais ça déstructure le sol parce que ça enlève les racines, ça casse les galeries des vers de terre, ça tue un grand nombre d'espèces de micro-organismes, etc. Et du coup, un peu au même titre que le test du bocal tout à l'heure, on met de l'argile, on mixe. Vu qu'il n'y a que de la particule minérale, il n'y a rien pour structurer tout ça, pour mailler finalement ces particules-là. Du coup, ça fait de la soupe. Et c'est ce qui se passe en plein été quand on a un gros orage et qu'on va à la rivière, etc. En tout cas, du côté de Béziers, ça se passe comme ça. L'eau, elle peut être couleur caramel un petit peu. Tous les limons, tous les argiles. Vu qu'ils n'étaient pas structurés par une vie du sol saine, etc., ça se barre. Et vu que, entre autres, c'est responsable d'absorber l'eau, de la garder, ainsi que les nutriments, tout ce qui est limon et argile, en fait, c'est des euros des agriculteurs qu'on voit. Voilà. Le fait que ce soit déstructuré, alors une fois qu'on travaille le sol, hop, on a quelque chose qui est très facile à travailler, c'est magnifique, on fait des semis, tout ça. Par contre, vu que c'est déstructuré, qu'il n'y a pas de cohésion du sol qui est assurée par tous les organismes dont on a parlé jusqu'à présent, on va vite tendance à avoir un sol qui se recompacte à nouveau, qui forme des mottes. Et alors, une motte de sol déstructurée, on dirait du béton. Quand c'est sec, on dirait du béton. C'est infâme, c'est impossible à travailler, c'est difficile pour toute vie végétale de s'implanter là-dedans. Bref, c'est quelque chose de très compliqué. Du coup, d'ores et déjà, on sait que quand on travaille le sol de façon mécanique, on se rend dépendant de notre propre travail futur, parce qu'en fait, finalement, vous voyez ces successions écologiques dont je parlais tout à l'heure, il y a toute une vie qui conspire à ce que le sol soit cohérent. Et nous, on vient, revenir en arrière. Retour à la case départ à chaque fois. Et je ne parle même pas des semelles, parce que les gros outils qui rentrent profondément dans le sol, peut-être que vous avez déjà observé ça,
quand il y a une certaine quantité d'argile dans le sol et qu'il y a un outil métallique très lisse qui passe avec de la pression, ça vient lisser les argiles et ça fait une couche extrêmement imperméable qui est beaucoup plus imperméable que tout le reste et que des fois on va pouvoir retrouver potentiellement 10, 15 ou 20 ans après. Et des fois il y a des agriculteurs ou des jardiniers qui disent mais putain je galère, ça pousse mal. Bah ouais parce qu'à 30 cm tu as une semelle. Et t'es pas forcément allé l'observer ou t'as pas forcément trouvé les moyens de la casser. Les végétaux, l'eau, etc. vont finir par passer à travers, mais à des échelles de temps beaucoup plus grandes. Or, nous, ce qu'on veut, c'est des écosystèmes qui tournent vite, pour produire bien et pour être sains et entretenir eux-mêmes leur fertilité. Donc, je ne parle pas de la destruction d'habitat de la faune. C'est un génocide à chaque fois. À chaque coup d'outil, de toute façon, c'est un génocide, mais bon. Bref, on a vu qu'il y a des avantages, des inconvénients. Grâce à la microbiologie des sols et à l'agronomie moderne, on comprend pourquoi ça pouvait poser problème. Et maintenant, du coup, on a quand même tout un ensemble de techniques qui existent pour ne plus travailler le sol. Alors là, je vous prends à grande échelle, entre guillemets, à échelle agricole et pas jardinière, mais on pourra aller dans le détail du jardin. On peut tout à fait, alors là, en l'occurrence, avec le tracteur, on va venir broyer la matière sur place, mais on ne va pas l'enlever. On va vraiment l'incorporer, la laisser tranquille sur place. Et juste après, on va venir faire ce qu'on appelle du semi sous couvert, du semi direct sous couvert. C'est-à-dire qu'en gros, on prend la prairie, on prend la parcelle telle qu'elle est, et on vient tout simplement faire un petit sillon, mettre la graine, refermer le sillon, et terminer. L'avantage de cette matière organique qui a été décomposée, etc., au niveau du sol, c'est qu'elle va le protéger de la pluie, du soleil en excès, parce que les UV du soleil vont stériliser aussi le sol à sa surface. C'est pour ça que dans un écosystème naturel, il y a toujours une litière au bout d'assez peu de temps. Ça a aussi une fonction de protection, ça isole aussi les chaleurs, etc. Bref, du coup, la graine, elle est plutôt tranquille dans un environnement qui ressemble un peu plus à ce que pourrait être son environnement naturel. Sauf que là, au lieu que ce soit, on va dire, la patte d'un animal qui soit venu fouler le sol pour créer une petite dépression, c'est l'être humain qui est venu faire un sillon. Bref. Et du coup, peu à peu, ça pousse. Et là, en l'occurrence, on a vraiment, alors je ne vois pas trop ce que c'est sur l'image, mais on a un champ qui pousse par-dessus l'ancien champ, en quelque sorte. Et ça, tout le temps. Ce qu'on appelle le semi-direct sous couvert. On le retrouve peu à peu à des échelles plus petites. Ici, c'est le même délire, un semoir direct, mais qui fonctionnerait pour motoculteurs. C'est encore au stade expérimental, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter ce genre de choses aujourd'hui. Éventuellement en Afrique, peut-être, il y a eu plus d'expérimentation. Ça, c'est français. Je ne désespère pas qu'on puisse vraiment expérimenter ça à un moment donné. Vous savez, c'est des technologies qui sont ce qu'on appelle open source. Donc, en fait, les plans sont partagés sur des wikis, sur des sites internet libres de droit. Et en fait, il suffit de leur laisser un mail à ces gens-là. On voudrait contribuer. D'ailleurs, je l'ai fait ce matin parce que je finissais de préparer la conférence et j'étais bien motivé pour pouvoir faire de la petite mécanisation. Parce que voilà. Moi, j'ai plutôt l'intuition, il faudrait le confirmer par des travaux empiriques, expérimentaux, que la mécanisation a sa place dans les systèmes agricoles à des échelles, je dirais peut-être plus petites que des monocultures très grandes et mécanisées avec des tracteurs très chers, etc. Voilà, je dirais qu'on garderait les gros tracteurs pour les céréales, etc. parce que ça a quand même, c'est pas pour rien qu'on utilise ça. Et puis peut-être pour des questions de maraîchage, on pourrait plus partir vers des choses comme ça. Bref. Alors, du coup, est-ce qu'on travaille le sol ou est-ce qu'on ne travaille pas? C'est compliqué. C'est vraiment une question compliquée et en fait, il y a des gens convaincus qu'il ne faut pas travailler le sol qui continuent à le faire parce que quand tu as déjà mis 100 000 € dans tes outils, tu continues à les utiliser. Mais bon, là, on va voir un peu dans le détail. Alors, il s'agit en fait d'une vidéo que je recommande dans le canton de Berne, Office de l'agriculture et de la nature, où ce monsieur, justement, a fait des carottes à différents endroits avec des louchers. Avec des bêches, voilà. Et ça correspond à différentes topologies, à différents types de sols. La forêt, la prairie permanente, c'est-à-dire vraiment ce qu'on pourrait retrouver dans un pâturage, etc., où on ne va jamais travailler le sol et on ne va pas forcément semer non plus. Le semi-direct, ce que je vous ai exprimé juste avant. Le labour, le grand classique. Et le labour dans une dépression, c'est-à-dire quand tu viens dézinguer le sol alors qu'il a tendance à avoir de l'eau qui s'accumule. On va voir différents détails. Alors là, le sol forestier, on remarque qu'il y a une stratification qui est assez nette. On a une couche très sombre en surface, c'est de l'humus, c'est entièrement organique et c'est très très riche et ça garde très bien l'eau, tout en l'absorbant très rapidement. Et en dessous, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus clair. Je crois qu'on le voit mieux là. Là voilà, on a une couche qui est un petit peu plus claire. Plus un sol est clair, moins il contient d'humus. Donc moins il contient grosso modo de matière organique. Et en fait, pourquoi, dans un sol forestier, on n'a pas un bon mélange?
En l'occurrence, dans celui-là, et là c'est vraiment très spécifique, c'est parce que le pH est trop acide. Le pH de ce sol forestier est trop acide pour les vers de terre, ce qui fait qu'ils ne sont pas présents dans le milieu et qu'ils ne font pas les mélangeurs. Alors ça c'est un truc, franchement, il l'aurait pas dit dans la vidéo, j'aurais pas forcément eu cette conclusion-là, j'aurais pas su le dire. Ce qui se passe dans la prairie permanente, c'est qu'en l'occurrence son pH est beaucoup plus basique, donc ça correspond beaucoup mieux. En fait il est à l'équilibre, je crois qu'il dit quelque chose comme 6,5, il est pas très loin de l'équilibre pur en termes de pH. Et donc, vu qu'on peut constater des vers de terre grâce au pH qui est favorable, en fait on se rend compte qu'il y a, je sais pas si vous le voyez, moi je vois pas de stratification. Je vois qu'il y a un mélange, la couleur elle a l'air d'être totalement homogène. On observe aussi qu'il y a quand même, je crois que c'est sur les diapos d'après, bon, on va le voir plus en détail, il y a pas mal de racines et ça compte. Bref, ce qu'on voit aussi, c'est que quand le monsieur prend une petite motte de ce coup de bêche, tout seul, ça se fait absolument tout seul. Donc ce qu'on appelle une structure grumeleuse, c'est cette structure qui est à la fois souple pour l'enracinement des végétaux et plein de nutriments parce que ça reste facilement et en même temps l'eau s'infiltre vite. Bon bref, tout ce qu'on a vu précédemment. Peut-être je suis redondant, je vous prie de m'en excuser. Et là donc, toutes les racines qu'on voit sur une profondeur quand même, un loucher ça fait une bonne, ça fait une bonne trentaine, ça fait une bonne trentaine de centimètres. Là ce qu'on voit c'est que sur une trentaine de centimètres, tu as un sol qui est très homogène, qui a l'air donc d'être d'une richesse assez équilibrée, qui a plein de racines. Ce qui est un facteur très important au regard de l'érosion, le monsieur l'a dit sur la vidéo, parce que les racines aussi font en sorte que la cohérence, la cohésion du sol reste pleine et entière le plus longtemps possible. Ils prennent soin de leur habitat. Nous, on prend soin de notre maison, c'est pas pour rien, on vérifie qu'il n'y a pas des fuites de temps en temps, on change un flexible dans la machine à laver. Eux, ils font un peu pareil, sauf qu'ils n'ont pas de machine à laver. Le labour, alors là, on voit à nouveau des couches assez claires au niveau du couteau. Globalement, on voit aussi, en tout cas c'est mon impression personnelle et je pense que c'est plutôt juste, que globalement c'est plus clair partout. Ce que ça veut dire c'est qu'il y a moins d'humus. Mais ce que ça veut dire aussi, et ça je ne le savais pas, c'est qu'en gros, il y a un lissage qui se fait à ce niveau-là, alors à cause de la charrue, on voit un soc, vous savez, ce fameux truc imperméable. En plus, ça crée de la compaction. Et alors apparemment, vu que c'est moins oxygéné, le fer ne rouille plus, ou en tout cas beaucoup moins. Bref, le fer présent dans tous les sols, dans une certaine quantité, ne s'oxyde plus, et ce qui contribue aussi à ce que le sol soit encore plus clair. Donc il n'y a pas que les humus qui contribuent à la couleur du sol, bien entendu, il y a aussi les éléments minéraux de ce dernier. C'est pour ça, je crois, qu'au Salagou c'est tout rouge. C'est parce qu'apparemment, on a des quantités de fer qui sont totalement délirantes. Et donc, au contraire, dans un sol qui est un petit peu malmené par des labours intensifs, etc., on a quelque chose de très clair, de gris. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Alors le semi-direct, que je fasse pas de bêtises, ça c'est le labour qu'on a vu précédemment avec le couteau et ça c'est le semi-direct. Donc c'est ce qu'on avait vu où on passe par-dessus la prairie pour semer à nouveau chaque année et entretenir du coup une dynamique assez importante quand même de végétation. Il n'a pas été labouré depuis 20 ans. Clairement la stratification est moins nette, c'est-à-dire que les horizons se sont beaucoup plus mélangés. Les vers de terre travaillent à nouveau, c'est ça que ça veut dire. Et si on fait la comparaison, alors là peut-être qu'avec cet écran on le voit assez mal, mais en gros dans le sol labouré on voit quelque chose de beaucoup plus clair que dans le sol qui n'a pas été depuis une vingtaine d'années. Ce que ça veut dire du coup c'est que le sol de gauche, il s'est quand même rechargé en humus, les différents minéraux ont pu s'oxyder de façon normale et ça contribue à avoir un milieu beaucoup plus équilibré. Le sol, il s'effrite comme dans la prairie permanente, c'est-à-dire qu'en gros, tout en ayant... Ça, c'est une conclusion, elle est un peu à l'emporte-pièce, mais elle me fait plaisir. C'est un peu ma croyance. C'est que on a trouvé le moyen d'à la fois cultiver des plantes pour nos besoins. C'est quand même important de satisfaire nos besoins. Je serais le dernier à dire qu'il faut sauver la nature au prix de nos besoins. Il faut au contraire trouver un équilibre, mais il y a un romantisme derrière l'écologie, et moi je m'en méfie un petit peu. Bref. Ça c'était une digression qui n'avait pas sa place. Le sol est donc aussi meuble que dans quelque chose qu'on ne travaille pas du tout et qu'on laisse tranquille. Donc pour moi c'est qu'on a trouvé un plutôt bon moyen d'avoir des activités agricoles tout en améliorant les écosystèmes comme ils le feraient d'eux-mêmes. Je suis un peu rassuré du coup, parce que j'ai vraiment envie de survivre au même titre que mes congénères. Et du coup pour moi c'est une très bonne solution. Ok, un autre truc aussi. Alors là, c'est dans la vidéo qu'on le voit le mieux, mais c'était pour être plus light que j'ai pas fait de vidéo. On est à 1h01, je suis désolé.
À partir de quelle heure c'est insupportable pour vous? Parce que 10 minutes de plus, un quart d'heure de plus, et après on a des questions-réponses, ou vous partez en courant? Nous allons devoir partir, on a... Dans 10 minutes? Oui, 10 minutes. Ok, je vais essayer. Ok. Alors, quand il est 19h34. Dans un quart d'heure, on va partir. Ok. Dans un sol en semi-direct, c'est pas grave. Dans un sol en semi-direct, quand on essaye de mettre un doigt dans le sol, ça rentre pas. Ce que ça veut dire, c'est que le sol a une portance élevée. Donc en gros, ça veut dire qu'il va avoir une bonne résistance à la compaction, à l'eau en tant que particules qui tombent au sol, etc. Quand il fait la même chose, dans un sol labouré, ça fonctionne très bien. On ne va pas dire qu'il rentrerait la main, mais en tout cas, il rentre sans problème. Ce que ça veut dire, c'est que le sol étant déstructuré par le labour, la portance est faible, et c'est ça qui... Alors, c'est là-bas qu'on a besoin d'outils lourds, mais paradoxalement, c'est là-bas que les outils lourds provoquent le plus de dégâts. Donc, c'est un cercle vicieux sans précédent. Et à nouveau, le semi-direct sous couvert permet de pallier à cette problématique de les grosses ornières qu'on peut faire quand on est en tracteur. Bon, même si la technique agricole c'est bien amélioré depuis, même dans du conventionnel, les agriculteurs ont quand même trouvé des moyens pour limiter le tassement du sol. Bref. Bon, alors franchement, on va pas aller dans le détail. Le labour avec des pressions, il prend une motte, c'est quasiment comme s'il sortait un caillou, quoi. Je pense qu'on revient dans 35 000 ans. Le truc, c'est vraiment de transformer en caillou, c'est vraiment incroyable. Bref, en gros, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a des techniques qui sont meilleures que d'autres pour cultiver des écosystèmes qui vont rester stables dans le temps. Mais ce qu'on veut, c'est que ce soit stable dans le temps. Ça fait 10 000 ans qu'on est dans une ère géologique qu'on appelle l'Holocène, qui a permis le développement de l'agriculture parce que le climat était plutôt stable à l'échelle du globe. Aujourd'hui, on a, par les activités humaines, changé un petit peu tout ça, mais globalement, ce dont on a besoin en tant qu'être socio-économique, on va dire, c'est d'avoir des trucs stables. Bon, je pense que n'importe quel agriculteur sera d'accord. Alors, donc du coup, il s'agit de rompre les cercles vicieux. Et là, quand même, la nature ne fait pas toujours les trucs idéaux. Dans une vallée, il y a plus d'eau que dans une crête. C'est totalement évident. Et ben, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que les humains peuvent mettre en place des aménagements pour en fait, transformer cette tendance. Et je trouve ça très bien philosophiquement, ça me fait plaisir de me dire que je peux faire plus de bien que la nature le ferait elle-même. Dit comme ça, c'est un peu dangereux, mais en tout cas, on peut contribuer à une échelle rapide au regard des temps que la nature mettrait à faire certaines choses. C'est ce qu'on va voir un peu dans le détail juste après. Le fait que pour moi, rompre les cercles vicieux, bon, cesser l'érosion évidemment, puisque c'est la banque ouverte, on a envie, quand on a un coffre-fort, on a envie qu'il soit solide. Répartir et infiltrer l'eau, parce que c'est la base de la vie et donc de tout le reste. Et améliorer la structure du sol, parce qu'en fait, en retour, tous ces trois-là vont se nourrir. Il faut savoir que, bon, l'air, l'atmosphère contient beaucoup d'eau, mais on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, le sol, du coup, par les pratiques agricoles que je vous ai montrées avant, c'est le premier réservoir d'eau sur lequel, en tant qu'espèce, on a la capacité d'agir positivement, pour qu'il y ait plus d'eau dedans. Ok. Et du coup, ça peut ressembler à des paysages comme celui-là. C'est un truc qui s'appelle le Keyline Design, qui est né dans les années 50 en Australie. En gros, on est parti des observations de la topographie, on sait qu'il y a plus d'eau dans les vallées que dans les crêtes, et on sait que selon les terrassements qu'on fait, l'eau, au lieu de ruisseler, elle va être arrêtée. Alors, on rentre dans le détail là. Vous savez les courbes de niveau sur les cartes de randonneurs? Là, cette courbe, alors attendez, cette courbe-là, voilà, elle est à 60 cm d'altitude. Elle a été mesurée soit par laser, soit par drone, soit par niveau égyptien. Tout est possible, du low-tech au high-tech. Et en gros, du coup, là, on sait qu'on a une crête, on sait qu'on a une vallée. Hop, on avance tranquillement pour comprendre notre territoire. Et grosso modo, ce qu'on sait, c'est que vu que c'est dans les vallées qu'on va avoir le plus de ruissellement, si on arrive à mettre des barrages à des zones stratégiques de notre territoire, pour très peu d'investissement, parce qu'un barrage en terre, bon, il y a de la technicité, mais les barrages en terre coûtent moins cher que des réservoirs, béton, etc. En fait, à moindre frais, on va pouvoir, à des endroits stratégiques, conserver l'eau quand elle tombe du ciel, et même quand elle ruisselle des eaux de terrain, parce que c'est une eau potentielle sur notre terrain, l'eau de ruissellement. Et après, en fait, vu qu'on sait que le long d'une courbe de niveau, l'eau est toujours... on peut arrêter l'eau à cet endroit-là, en fait, on peut la faire circuler, tout simplement. Et du coup, il y a des gens sur des hectares qui font des enchevêtrements de barrages, de plans d'eau, de mares, et de ce qu'on appelle des baissières, je vous montre ça juste après, qui leur permettent du coup de garder beaucoup d'eau. Et en fait, c'est des calculs. On connaît le rendement d'un bassin versant, c'est très facile à calculer. On connaît la dimension donc de ce qu'on appelle une baissière. Globalement, c'est un demi-cylindre. Et en fait, avec quelques calculs
franchement rudimentaires, enfin je trouve que ce sont des calculs rudimentaires au regard de, eh ben tiens, je sais qu'il fait 500 mm à l'année à Béziers à peu près, ben, ah ouais ok, 560 mètres cubes à l'année, juste si je passe une demi-journée à faire une baissière. Voilà. Donc du coup ça c'est une expérimentation... Pardon ? Là, vous finissez au tribunal. Ah ça on pourra en parler après, je sais pas trop. Et donc du coup nous on a fait cette baissière sur le terrain, on a un terrain de 2 hectares dans notre association, qu'on a mis à un endroit spécifique du terrain pour justement récolter l'eau de la pluie afin de permettre son infiltration, parce qu'il y a des capillarités en dessous du sol qui vont suivre la pente. Ce qui veut dire que l'eau qui va s'infiltrer peu à peu ici, au lieu d'avoir ruisselé parce qu'il y avait trop d'eau d'un coup, hop, elle va suivre quand même le contour du terrain et se retrouver un petit peu plus loin. Et du coup, il y a ce qu'on appelle des sous-soleuses qui permettent de tracer des sillons comme ça dans le sol. Et ce qui veut dire que de manière mécanisée, moderne et à assez grande échelle, on peut obtenir rapidement des résultats d'améliorer la porosité du sol. Et voilà. Bon, ensuite, je vais parler de trucs peut-être un peu plus connus, mais quand même, ça me paraît intéressant. Le mulch, c'est le fait de couvrir le sol. Vu qu'on a vu que dans un écosystème dans lequel il n'y a pas de perturbation, il y a rapidement une litière qui se dépose au sol par l'action des végétaux, et ben du coup, il nous suffit d'imiter ça et d'en mettre. Alors, les retours scientifiques sont quand même assez unanimes. Ça fait 70 à 80 ans que les premières expérimentations se font autour de ça. Pour avoir des problèmes liés à l'excès de mulch, il faut vraiment y aller. Il faut mettre 50 cm de broyat. C'est un truc qu'en général, on ne fera pas. Ce que ça veut dire globalement, c'est que c'est très difficile de faire des erreurs avec le mulch et que si on n'avait pas de temps, on dirait aux gens, couvre ton sol avec ce que tu trouves. Ce ne serait pas un problème. On pourra même parler des aiguilles de pin si vous voulez, parce que j'ai traité du sujet. Et aucune preuve scientifique ne supporte le fait que les conifères, les aiguilles de pin acidifient le sol. Je n'ai trouvé aucune preuve. J'ai trouvé des preuves du contraire. J'ai trouvé des démonstrations du contraire. Et un sol nu était plus acide dans l'expérimentation qu'un sol couvert avec des tessons de bouteille. Hein. Je veux dire, c'est vraiment, tu laisses le sol nu, c'est la meilleure façon d'acidifier. Bref, du coup, là, on met du broyat mélangé de conifères avec des aiguilles, avec du feuillu aussi, etc. Parce que les élagueurs, ils ont nécessité de se débarrasser de ça. Des fois, ils sont bien contents que sur leur chantier, ils déposent à cul de leur camion directement au pied du jardin. Nous, on est les plus heureux du monde. Le carton fonctionne aussi, et j'ai aussi cherché. J'ai pas trouvé de preuves attestant que le carton était toxique pour le sol. Ça va même plus loin que ça. On pourrait en mélanger la moitié dans un volume pour faire du compost, et il serait toujours légal. Le compost. Il passerait toujours les normes sanitaires des pays industrialisés. Bon. Alors ça, du coup, c'est un niveau de détail qu'il faudrait traiter. Ouais. Effectivement. Donc, tel que je vous l'ai dit, quand on couvre le sol, on évite l'érosion d'une manière ou d'une autre, parce que l'eau s'infiltre moins violemment, parce que le soleil ne vient pas stériliser par les ultraviolets, etc., 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 etc. Ça fait de la nourriture pour des micro-organismes, des insectes, etc., qui vont aérer le sol, qui va se mettre à mieux attirer l'eau et à la garder, qui produit de l'humus. Association de plantes selon les systèmes racinaires. Alors, on peut les associer selon les familles botaniques, les plantes, puisqu'elles ont des besoins variés en fonction de la famille, mais un truc qu'on ne voit pas trop, justement, c'est le système racinaire d'une plante. Et là, encore une fois, on remercie les personnes qui ont expérimenté tout ça et qui ont regardé un peu les vues en coupe. Alors là, on voit un haricot nain, tout ce qu'il y a de plus classique, et puis un radis. Et du coup, observation après observation, on en vient à pouvoir classifier les légumes selon des tableaux. Ça, on le doit à Perrine et Charles Hervé Gruyé pour un très beau bouquin qui s'appelle « Vivre avec la terre ». Meilleur rapport qualité-prix de bouquin en rapport avec les jardins. C'est incroyable, hein, c'est-à-dire, achetez-le, c'est dégueulasse. Et du coup, on a la prof... Et je ne suis pas payé. Ouais, non, ce bouquin est magnifique de poésie en plus. Donc, profondeur faible, profondeur moyenne, profondeur élevée. On a des centimètres de profondeur et de largeur. Et là, ensuite, on se dit, tiens, regarde, la betterave, elle fait 2,45 m de large sous le sol, elle fait 3,35 m de profondeur. Je vais peut-être pas mettre une plante proche si elle a un système racinaire aussi dense. Et donc, il y a quelques exemples comme ça. Le maïs, apparemment, a quelque chose d'assez incroyable aussi. Et il y a aussi une question de densité. Quand on rentre dans le détail, on voit les choux, par exemple. Je crois que les choux et les maïs ont un système racinaire qui est d'une densité incroyable. Et je crois que c'est 5 m3 de sol par pied de maïs qui est exploré. C'est la folie. Il y en a d'autres qui sont très étendus comme la betterave, avec des systèmes racinaires beaucoup moins denses. Et donc, bref, ça permet de dire, je vais peut-être pas mettre le maïs et la betterave ensemble parce que c'est des grands explorateurs. Et ça permet aussi de se dire, si je mets certaines espèces,
vu que plus de racines, c'est potentiellement plus d'activité biologique, peut-être je vais pouvoir accélérer un peu les successions. Peut-être si je mets du chou, grosse succession, alors que si je mets des trucs, si je mets que des salades qui ont des petits systèmes racinaires, peut-être ça va moins bien marcher. J'ai plus que 4 diapos, donc on n'est pas très loin des 10 minutes. Ça, c'est hyper important. Je pense que d'une certaine façon, l'avenir de l'humain en dépend. Alors donc, vous savez peut-être que l'azote est un des nutriments majeurs des plantes. On a 3 nutriments qu'on voit sur les sachets d'engrais: azote, phosphore, potassium, NPK. L'azote, c'est un des nutriments majeurs. En gros, on le mine à l'autre bout du monde pour le ramener dans nos systèmes agricoles et puis on nourrit les plantes. C'est donc pas soutenable. Donc, on n'a jamais aussi bien nourri les humains qu'aujourd'hui, je crois. Néanmoins, on n'a jamais nourri autant d'humains qu'aujourd'hui. Néanmoins, on sait que ça repose sur des fondations qui ne sont pas soutenables. Donc on sait qu'à terme, on aura forcément des problèmes de conflit, des problèmes d'accès à la ressource. Et bien, il se trouve que dans le monde vivant, là, par contre, je ne suis pas en train de vous dire que ça va résoudre tous les problèmes. Attention, c'est une partie de la solution, mais peut-être que c'est mineur. Ça, je ne saurais pas vous dire. Bref, il y a des plantes qui sont capables de fixer l'azote de l'atmosphère. Je crois qu'on a dans les 75-80% d'azote dans l'atmosphère. Les plantes de la famille des légumineuses, notamment, c'est assez connu, mais pas que. On a des éléagnacées, je crois que l'aulne aussi, et des trucs comme ça, qui est probablement une éléagnacée, sont capables de le faire, à travers en fait des communautés bactériennes qui s'agglomèrent et qui produisent des nodules, ici, et là-dedans, les bactéries, elles sont capables de le stocker, cet azote-là. Forcément, vu que la plante, elle est faite pour mourir comme tout ce qui vit, peu à peu, ça se diffuse à nouveau dans le milieu. Et ce qui était dans l'atmosphère au départ se retrouve dans le sol par l'intermédiaire de cette symbiose entre la plante et la bactérie. On sait qu'il y a quand même des bactéries libres dans le sol, tout en étant fixatrices d'azote, et qui n'ont pas besoin de ces symbioses pour fonctionner. Apparemment, c'est beaucoup plus important que ce qu'on imaginait. Avant, on avait tendance à penser que c'était que par là. Mais les bactéries libres fixatrices d'azote, ça a l'air d'être un champ de recherche très intéressant. Néanmoins, vous voyez que je suis déjà en retard, alors si je commençais à traiter ça. Je parlais des familles botaniques, mais ça se joue pas que là-dedans, ça se joue aussi en termes de hauteur. Peut-être que la Milpa, c'est un truc que vous avez déjà entendu, c'est une association qui est connue depuis longtemps en Amérique latine notamment, qui consiste à associer quelque chose comme du maïs, qui va servir de tuteur, à quelque chose de grimpant, comme le haricot, à quelque chose de rampant, comme les courges. Et donc, alors après, vous prenez ce que vous voulez, que ce soit un tournesol au lieu d'un maïs, etc. Il faut s'adapter. Aucune de ces 3 plantes n'est de la même famille botanique. On peut donc réalistement supposer que ces besoins ne vont pas être vraiment les mêmes, même si en rentrant dans le détail, peut-être qu'on sera étonné, ça je ne sais pas. Les étages de végétation ne sont pas tout à fait les mêmes non plus, donc on a un grand qui va monter et qui en plus va servir de tuteur à celui qui grimpe et qui fixe l'azote pour nourrir les gourmands. Et la courge, elle, va toujours ramper, va aller rendre frais et humide un volume de sol, un volume de surface de sol, donc plutôt une surface de sol, pardon, plus important. Or, on sait que l'humidité, c'est important de la conserver. Et du coup, on a une sorte de mulch vivant qui court un petit peu au pied des plants. Et je trouve ça extrêmement intelligent, comme quoi il n'y avait pas besoin nécessairement d'avoir des sciences modernes pour déjà avoir de très bonnes intuitions de ce qui fonctionne. Aujourd'hui, ça, on sait que c'est quelque chose de très très fonctionnel. Et du coup, on peut aller plus loin en le faisant à l'échelle d'un écosystème. Alors là, c'est marrant, c'est formidable, je trouve, parce qu'on associe des plantes, potentiellement des animaux, même si on ne les voit pas sur la photo, avec la topographie. C'est-à-dire qu'on a les étages qui se complètent en termes de lumière, en termes de racines dans le sol, etc. Et en même temps, là, on est sur une crête. Et donc, on voit que la plantation, elle suit très probablement la courbe de niveau, de sorte que, vu que l'eau, ça tombe toujours à la perpendiculaire de la pente, et ben là, la perpendiculaire, elle est tout le temps là. Et ce qui fait que, très certainement, quand de l'eau va tomber, ça va mieux être freiné dans la pente que si c'était comme en lit. Un exemple très courant par chez nous, c'est que les vignes sont souvent dans le sens de la descente. D'après ce que j'ai compris, c'est surtout parce que les tracteurs sont très hauts et qui verseraient facilement s'ils étaient en... Et donc c'est normal, il en va de la sécurité des travailleurs. Et en même temps, c'est dommage d'un point de vue de toute l'érosion que ça provoque. Si on les mettait exactement à 90 degrés, on se retrouverait avec des vignes qui contribuent à limiter l'érosion et à devenir de plus en plus unifères. Je ne sais pas si vous avez goûté des vins. Moi, j'ai goûté un vin de Gaillac qui était en haute qualité environnementale. Le mec, il tondait ses vignes quasiment. Et ça a un goût d'humus incroyable, quoi. Ça a une odeur d'humus. Enfin bref, je ne sais pas à quel point c'est un rapport, mais ça avait quelque chose de merveilleux. Rien que pour ça, j'essaierai, je crois. Et ensuite, bon, pour finir, avant de conclure, on l'a bien compris que l'écosystème, il apportait de la nourriture à tout le monde,
qu'il était aéré en ayant le bon taux d'humidité aussi. Donc, s'il y a bien un seul truc à essayer de favoriser, c'est ça. C'est d'aérer son sol régulièrement, de le maintenir humide, mais pas trop. Parce que si on le laisse sécher, alors bon, quand on n'a pas d'eau, on n'a pas d'eau. Mais si on a de l'eau et qu'on ne la consomme pas pour que notre environnement sèche, et bien finalement, toute la biologie du sol, elle s'arrête ou elle se freine. Ce qui veut dire que si on est dans une stratégie sol vivant, où on veut redonner de la vie à des sols qui ont été vraiment malmenés par l'agriculture, qu'on apporte beaucoup de broyat, beaucoup de matière organique qu'on mélange pour faire bosser les vers de terre, les bactéries, etc. Si on cesse d'entretenir l'humidité, on cesse la dynamique. Donc à ce moment-là, il vaut mieux rien faire dès le départ. Bon voilà, il y a des stratégies. Pour vous donner un ordre de comparaison, ça, c'est une salade dans un sol qui a été suffisamment bien aéré, etc. Et ça, c'est la même dans un sol qui ne l'a pas été. Donc, celle-là, elle est clairement défavorisée par rapport à l'autre. Et forcément, ça joue sur sa santé future, etc. Et donc, la quantité de récolte et la qualité de récolte. Ok. Alors, j'ai envie de conclure en parlant de la dépendance qui est la nôtre face au sol. Je pense qu'on l'a bien compris. C'est un pilier de notre civilisation. On en a besoin pour survivre. C'est vraiment aussi simple que de survivre. Hein. C'est vraiment, là, c'est pas se faire plaisir à manger des bons légumes en toute saison. C'est juste survivre. C'est juste avoir quelque chose à manger. Et on s'est rendu compte par les évolutions de la science, par notre nouvelle vision de ce que c'est le sol, et de nos pratiques, de la compréhension de nos pratiques, qu'on a une réelle et profonde responsabilité quant au sol. On commence à comprendre que le sol, c'est un peu comme notre maison, et qu'on a besoin de faire le ménage pour que notre environnement reste fonctionnel, reste organisé, reste vivant. Et finalement, ça m'amène à la question de la soutenabilité. La soutenabilité, c'est envisagé comme satisfaire les besoins de tout le monde, mais sans le faire au détriment des générations futures. La problématique qu'on a vue là, c'est que notre agriculture conventionnelle a un aspect destructeur et surtout non soutenable. Et du coup, outre le fait que j'espère que ça vous a aidé un petit peu à vous émerveiller de tout ce qui se passe sous nos pieds, parce que c'est quand même pas très intuitif, mais je trouve ça fascinant, j'espère vous avoir partagé ces notions qui nous permettent de nous envisager plutôt responsables de notre propre société, finalement, de notre propre civilisation, à travers le soin qu'on peut apporter au sol. Merci. Merci. Une question. Les fourmis, vous les considérez comme des vers de terre? Bonne soirée à vous. C'est un plaisir. À bientôt. Demain à Pézenas. Qui vivra. Je crois que dans la classification, les fourmis ne sont pas des insectes. C'est un truc comme ça m'avait un peu étonné. Ah si, les fourmis sont des insectes. Les araignées n'en sont pas. Bon. Qu'est-ce que je peux dire sur les fourmis? Pas grand-chose. Je sais qu'ils... Alors ça fait des galeries aussi, mais je ne sais pas à quel point. Je ne pense pas qu'ils soient... Ils font galerie que dans son nid, mais il ne fait pas galerie. Il cherche sous-sol. Et je ne pense pas que ce soit des insectes détritivores, donc je ne pense pas qu'ils soient des fragmenteurs de la matière organique, parce que, alors, ce que je sais, c'est qu'il y a, je crois, des centaines, pour pas dire jusqu'à 3000 espèces végétales qui ont des symbioses avec des fourmis, ce qu'on appelle la myrmécochorie. C'est quand une graine sécrète un élaiosome, précisément, je ne sais pas si c'est la conférence de demain, donc je m'en rappelle, c'est une partie charnue que les fourmis adorent, elles emmènent ça dans leur fourmilière, elles consomment la partie qu'elles veulent, et du coup elles ont fait faire des dizaines ou des centaines de mètres. Ah, ça détruit. D'accord. Mais du coup, outre le fait qu'elles consomment ces graines-là, d'une certaine façon, et qu'elles consomment aussi le miella des pucerons, donc les excréments de pucerons, je suis pas tout à fait sûr qu'elles fragmentent. Donc je pense qu'elles jouent pas énormément, en tout cas très très loin derrière les fourmis, ça fait des crottes, très certainement, mais bon, du coup peut-être que c'est pas grand-chose, non. Après, là j'avoue que c'est difficile pour moi de dire que quelque chose est intéressant ou pas, parce qu'il y a aussi des expériences, plutôt des études écologiques plutôt, qui nous montrent que dans certains écosystèmes, plus on trouve un animal moche, plus il contribue à son écosystème. Alors ça c'est très drôle, c'était peut-être qu'une anecdote, mais dans des écosystèmes aquatiques, on observe ça, il y a une corrélation qui est quand même pas trop dégueulasse à ce niveau-là, entre... pour être très grossier, le panda, ça sert à que dalle. Enfin, vraiment pour être grossier. Mais encore une fois, c'est tellement complexe que
ce qu'on pense savoir aujourd'hui, c'est peut-être qu'une bribe de ce qu'il faudrait savoir réellement pour se dire les fourmis apportent précisément ceci ou cela, et du reste, je ne suis pas du tout compétent pour en dire plus. Vous avez les fourmis dans le jardin, surtout ne mettez pas les radiers. Ah, mais pour le moment, il n'y a rien. C'est pour ça que je suis venue. Oh, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, hein, si vous n'en avez pas, je peux vous parler de l'assaut. Je suis intéressée par cette conférence, surtout au niveau de la composition du sol, parce que j'ai 2400 m² d'argile, caillouteux, avec que des épillets qui poussent. Okay. Donc on m'a dit il faut couper les épillets et il faut laisser. Seulement les graines d'épillets, elles s'envolent, et j'en ai partout. Ouais. Donc, je crois qu'il faut que je fasse quelque chose. Parce qu'à part les chardons, j'ai rien. Les chardons et épillés. Et fourmis. Bon, c'est une question qui est très complexe. Ouais. Il y a 1000 réponses possibles. La meilleure réponse, elle nécessiterait d'écouter tout le reste de ce que vous avez à dire. Quelle est votre vision? Quels sont vos besoins? Quelles sont vos ressources et vos contraintes? Et vous pouvez tout à fait choisir de dire, cette année, je dézingue 100 mètres carrés à la grosse machine, et puis je pars sur des stratégies de conservation des sols. Laissez le reste tranquille, juste éventuellement le faucher si vous souhaitez que les pillets se reproduisent pas trop. Mais encore, vu ce qu'on a vu sur les plantes bioindicatrices notamment, on voit que les populations végétales et les successions écologiques, on voit que les populations végétales, elles évoluent d'elles-mêmes dans un écosystème quand on les laisse tranquilles. Donc, mais en même temps, on ne va pas demander par exemple à un agriculteur de dire « Bon, là tu as du chien dent, mais détends-toi, dans 10 ans il ne sera plus là. » Il a besoin de sa terre pour vivre, donc on ne peut pas décemment lui demander de ne rien faire. Donc c'est pour ça que je dis en fonction de votre vision, de vos objectifs, de vos besoins, de vos contraintes, etc., vous pouvez choisir de dire « Cette année, je mets 100 mètres carrés en version jardin, je mets beaucoup d'énergie dans ces 100 mètres carrés, je laisse le reste plutôt tranquille, éventuellement je fais des semis ou des plantations d'arbres dans cette prairie d'épillets, pour essayer de commencer à accélérer une succession écologique sans que ça vous coûte trop d'énergie. C'est vrai que la plantation d'arbres, c'est pas ce qui est de plus coûteux, on va dire. On regarde ce que ça peut apporter. Et surtout pas être trop consommatrice d'eau. J'ai un puits, mais bon, je respecte aussi ceux qui en ont plus besoin que moi. Ouais. Et je ne veux pas tirer sur la plante. Alors, ce qu'un humain peut faire de bien, c'est de mettre des arbres plutôt adaptés. C'est aussi possible, mais ça il faudrait l'observer, c'est quelque chose qui n'avait pas de rapport avec cette conférence, mais qu'on explore avec d'autres associations ainsi que la nôtre, c'est de greffer sur fruitiers sauvages. Parfois, quand on observe un système, on voit que il y a du prunus, il y a du prunelier, par chez nous on a du poirier sauvage à feuilles d'amandier, on a les amandiers eux-mêmes, on a l'aubépine, on a tout plein de trucs. Là-dessus, la plante a germé toute seule dans un environnement qui ne doit pas lui être trop défavorable, sinon elle aurait peu survécu. Et puis en fait, quand la plante a un certain âge, largement avant qu'elle ait 5 ans, en fait ça dépend des types de greffes et tout, donc là c'est trop détaillé, hop, en fait on vient valoriser une terre qui n'a pas forcément un haut potentiel agronomique, mais il y a ça qui pousse. Et donc j'ai des amis j'ai un ami qui habite à Soumont, avec qui je travaille beaucoup, qui est sur 5 hectares. Il a peut-être quelques centaines, voire quelques milliers de carrés potagers dans lequel il incorpore du broyat, de la matière organique de ses poules, etc. Donc en fait, il cultive, c'est très anthropique, et il envoie de la matière. Et par contre, tout autour, en fait, c'est des espèces de freinets qu'il a peu à peu défrichés, et par-ci par-là, il laisse un frêne, et puis à chaque fois qu'il voit un fruitier sauvage, donc ça commence à faire des années qu'il les a presque tous greffés, et il se retrouve avec potentiellement des centaines d'arbres sauvages, qui du coup lui ont demandé peu de travail. Et en fait, ces arbres-là qu'il a recépés pour garder peut-être un tronc comme ça et venir faire de la greffe en couronne dessus, il a pris le broyat, enfin il a pris le bois, il l'a transformé en broyat ou en bois d'œuvre, en bois de chauffage, etc. Donc ça servait ses besoins, et en même temps il est venu greffer les variétés qui sont recommandées par rapport à ce qu'on recherche. Un fruit qui est plus gros, qui se conserve mieux, qui est moins sensible à telle maladie, qui a un meilleur goût. Voilà, je crois qu'il y a un exemple, une variété d'amandier, apparemment elle se casse à la main. Donc c'est une variété qui est intéressante pour un petit jardinier qui va faire quelques pieds d'amandier et puis qui a envie de les grignoter comme ça. Et vu le nombre d'amandiers qui poussent par chez nous, ça peut être pas mal. Du reste d'ailleurs, je pense
que les anciens, au pied des vignes, devaient sûrement greffer les amandiers, parce que moi, je me trouve au pied de ma résidence. Il y a 50 ans, c'était des vignes. Wow, les amandes sont formidables. Je me dis qu'une amande, spontanément, devienne douce par le biais de la génétique, etc., pourquoi pas. Mais que tous les amandiers à 200 mètres à la ronde soient tous doux, à mon avis, c'est l'œuvre des greffeurs. Mais je peux me tromper. Voilà, ça c'est aussi une bonne chose à faire. L'arbre, c'est ce qui va coûter le moins cher à peu près, quoi. Ça demandera de l'eau les premières années quand même. Ouais. J'avais lu aussi quelque chose, on revient par rapport aux poules, que vous pouvez éventuellement aussi mettre des poules en haut de jardin, laisser quelques mois, voire un an dessus. Elles-mêmes, grâce à leur fiente, elles vont gratter, elles vont faire leurs petits trucs, et une fois que ça c'est fait, vous les déplacez vos poules. Là, vous pouvez commencer peut-être à travailler tout seul. Voilà, ça peut être une solution. Si je peux interrompre, qu'est-ce que vous appelez les épillés? Ah, c'est comment? Ça ressemble à des épis de blé, et il ne faut surtout pas en avoir quand on a des animaux, parce que ça peut passer sous la peau, dans les oreilles, dans les Ah oui. Bon, c'est les graminées annuelles qu'on va retrouver probablement au deuxième stade des successions écologiques. C'est des trucs qui chaque année font leurs graines et puis meurent. Mais du coup ça pousse dans des sols assez faibles, ça peut pousser dans les steppes. C'est pas pour rien aussi qu'avec l'agriculture, peu à peu, on a mis des céréales dans les trucs qu'on avait déforestés avec le temps. J'ai identifié du sorgho récemment. Je sais pas d'où il vient. Je saurais pas dire. C'est ce que je pensais tout de suite. Je crois qu'il faut regarder ce qu'il y a autour. C'est ce que je fais. Oui, et ça donne des idées, effectivement. Oui. Ouais. Alors par rapport à cette graminée que je ne connais pas moi non plus, n'étant pas de la région, je crois que la première des choses pour l'éliminer, c'est de la broyer le plus souvent possible. Il ne faut pas que j'ai des graines qui se répandent. Oui, mais il la coupe avant germination. Faut pas attendre. Dès que c'est vert, il vous faut l'arracher quand elle est au stade herbacé. Tant que les... C'est ça, Il n'y a pas d'autres animaux qui pourraient? Non, aucun animal ne le mangera. Non, c'est pour ça que ça aime ça. Vous pouvez louer ce genre de bête et puis ça l'élimine. Ou alors au stade de peinture, aucun animal ne vous le mangera. Il faut qu'il y ait vraiment fait. Ce serait à faucher donc. Il faut l'arracher quand c'est tout. Là maintenant vous avez les épis. C'est fini. C'est un semencier pour l'année prochaine. L'année prochaine, quand vous les aurez de cette hauteur, et qu'ils sont facilement arrachables, c'est un plateau de talage. Vous avez des racines avec tout est autour. Vous tirez, vous arrachez, et puis c'est fini. Il faut le faire une année, et puis voilà. Ouais. Alors, si vous faites ça, du coup, il vous faudra par contre compenser en apportant dans cet écosystème ce qui normalement était, on va dire, la stratégie de cet écosystème, et ça supposera une conscience. Donc là, on change vraiment de sujet. C'est-à-dire que ces plantes-là, elles se développent, elles explosent, et puis peu à peu, quand je dis explosent, leur population explose, et puis peu à peu, elles créent des conditions propices à quelque chose qui vient après. Alors peut-être qu'il faudrait du coup réfléchir à ce que vous pouvez faire. Quand vous arrachez une plante, vous perturbez l'écosystème, mais si vous avez de bonnes raisons de le faire et que vous compensez par autre chose, et donc typiquement ce que fait le jardinier, c'est qu'il vient mettre autre chose à la place. Donc voilà. Si vous ne mettez pas autre chose, elles vont repousser. Alors après, voilà, je pense que comprendre en connaissance, agir en connaissance de cause, de savoir que quand on arrache une graminée, elle aide le complexe argilo-humique à se développer sous la surface, elle accélère la mise à disposition des ressources pour certains types de bactéries qui vont nitrifier la matière, etc., pour la rendre disponible à nouveau pour les plantes. Ça, quand on vient l'arracher, on dépense déjà de l'énergie soi-même pour casser une force de l'écosystème qui tendrait elle-même vers la stabilité. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème à faire quoi que ce soit dans un écosystème tant qu'on le comprend bien, et puis après de décider par quoi on va compenser. Je ne sais pas, par exemple, s'il y a des animaux avec lesquels on peut venir incorporer du fumier pour fertiliser la terre, ou si on peut mettre des engrais verts à la place, ou même des cultures directement, etc. à la place, c'est pas un souci. Par exemple, ce que j'aurais tendance à préconiser, c'est que si par exemple vous comptez pas cultiver l'intégralité de la chose, et comme à peu près tout le monde, vous allez peut-être vouloir tout cultiver, et puis c'est après coup qu'on se rend compte qu'on n'a jamais autant d'énergie que ce que l'écosystème nous demanderait.
assez équipé pour faire toute la surface de culture. Ce faisant, vous pouvez aussi laisser, je pense que vous pouvez laisser une partie du terrain tranquille ou éventuellement juste faucher à la fenaison, ne pas arracher la racine, et puis ça contribue aux successions écologiques sur votre terrain, avec le risque qu'elles reviennent l'année après, mais de toute façon, quand vous perturbez ça, vous enlevez peut-être de la graine, mais bon, déjà, il y a des oiseaux partout, il y a des insectes partout, il y a un certain nombre de plantes qui sont capables de disperser leurs graines par voie aérienne, etc. Donc, ce que vous empêchez de se reproduire sur votre terrain, tous les écosystèmes partout conspirent à ce que ça revienne quand même. Si vous retournez le sol, j'en parle même pas, parce qu'en fait, vous ramenez au sol un certain nombre de plantes qui... Voilà. Donc après ça, c'est vraiment une question qui est très personnelle. Ça dépend de votre énergie. Mais ce que vous arrachez là, vous perturbez l'écosystème qui reviendra très certainement l'année d'après, reproposer la même solution pour éviter d'être dégradé. Ce sera peut-être remplacé par autre chose. Parce que vu que vous aurez peut-être empêché des racines de structurer votre sol, ce que je dis, c'est pas binaire. Faut faire attention. Tout peut être bon dans un contexte. Et conseil n'a valeur que dans un cadre limité. Peut-être que l'année d'après, vu que le sol s'est encore plus tassé parce qu'il y a eu un gros épisode Cévenol sur quelque chose qui était mal enherbé, peut-être, c'est peut-être autre chose qui va venir. C'est peut-être Lucien, non, c'est peut-être, je sais pas. C'est très difficile de dire. Et de manière générale, dans un système cultivé, en fait, c'est extrêmement difficile de dire ce qui va se passer quand on fait quelque chose. C'est hyper compliqué. À la limite, j'ai l'impression que ce qu'on a de plus sûr, c'est la compréhension actuelle de comment fonctionne un écosystème grosso modo. Mais quand je viens arracher une plante, je ne sais pas trop ce qui va se passer après. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça dépend du contexte.